il y a Inox Tag, le fameux YouTuber ultra célèbre et tout ça, qui a décidé de se lancer dans l'aventure manga, les gars. Le mec, il a publié un manga, et puis, boum, explosion totale. Le manga, aujourd'hui, a juste connu le meilleur démarrage de toute l'histoire du manga en France, les gars. Ce qui s'est passé, c'est juste incroyable. C'est du jamais vu, quoi. Et du coup, j'ai fait mes recherches, les gars, et je suis tombé sur un podcast. Et dans le podcast, en fait, on présente le fameux dessinateur qui l'a accompagné dans la création de ce fameux projet. Le manga, au cas où vous ne le connaissez pas, ça s'appelle Instinct. Et puis, je suis tombé sur ce podcast, comme je disais tout à l'heure, avec le dessinateur, vu que Inox, qui est le mec, en fait, qui a eu l'idée de base du manga, le fameux YouTuber dont je vous ai parlé, vu qu'il ne sait pas dessiner, vu que c'est pas un pro du dessin, tout ça, le mec, il a décidé donc de déléguer cette tâche en fait, au dessinateur dont on va découvrir son histoire ce soir, les gars, à Charles. Et les gars, ce qui s'est passé était juste fou. C'était juste incroyable. 82 766 exemplaires vendus en une semaine. Le meilleur démarrage de toute l'histoire du manga en France, les gars. Et quand je dis de toute l'histoire, c'est vraiment de toute l'histoire. Lorsqu'on prend vraiment, bref, toute l'histoire du manga français en général, c'est juste le meilleur truc, les gars. Et du coup, ce soir, on va analyser le fameux podcast. On va un petit peu découvrir l'histoire de Charles, le dessinateur qui est derrière Instinct, son parcours et tout ça. Les gars, je pense que ça va être vraiment, vraiment intéressant. Le podcast, il va nous être présenté par le fameux YouTuber Pain sur la planche. Peut-être vous le connaissez déjà. Peut-être vous le connaissez déjà. Mais ça va être cool, les gars. Ça va être cool. Je vais vous afficher la vidéo juste ici, les gars. Et on va la mater. On va un petit peu découvrir les secrets, les mystères derrière la fameuse explosion, les gars. Parce que là, c'est incroyable, les gars. On peut pas se, il faut pas se gâcher les thèmes. Ce qui s'est passé, juste incroyable. Du coup, on va découvrir ce qui s'est passé. On va analyser tout ça. On va voir potentiellement ce qu'on peut en tirer, les gars. On va voir potentiellement ce qu'on va en tirer. Bon, la vidéo, comme je vous l'ai dit, je voulais afficher juste là. Et puis, on va la lancer là, dès maintenant, les gars. On va pas plus perdre de temps que ça. Déjà qu'il se fait super tard. Aujourd'hui, on a lancé le live tard. Du coup, on est en retard, faut rattraper. Allez, les gars, go! Charles, c'est la deuxième fois qu'on se voit aujourd'hui. Salut Charles. Ouais, On s'est eu quelques fois au téléphone. c'est vrai. Pour la petite histoire, je t'avais proposé de faire l'interview Oui. avant que tu annonces le manga. Parce C'est que tu vrai. m'as dit, je vous annonce bientôt mon manga. Ouais, Et tu m'as dit, attends, faut que je t'appelle. ouais, Et là, tu me dis, bah en fait, ouais, c'est Equinox que je fais le manga. ouais, C'est fou ça. ouais, complètement. En gros, moi je suis fan de Pain sur la planche depuis que t'as commencé les vidéos et tout. Et c'était un peu un objectif pour moi. Ouais, au cas où, pour ceux qui connaissent pas le concept, Pain sur la planche, en fait, c'est quoi? C'est un mec qui va chaque semaine comme ça aller rencontrer des auteurs de BD, de manga et tout ça. Et puis il va les interviewer, les gars. Son concept n'est pas mal, les gars. Vraiment, vraiment pas mal. Moi de passer aussi dans ton émission. Et quand tu me proposais de venir me voir et tout, il fallait évidemment que je te présente les studios à Bien sûr. Webedia avec Inox, etc. Donc ouais, je voulais en parler un peu avec lui avant, mais j'avais pas trop le droit d'en parler. C'est Donc ça, je vu que t'ai ça appelé connaît pour... ce truc de Ouais, flottement. un peu entre les deux, quoi. Mais en tout cas, très content que t'aies pu venir. Mais moi, ça me fait hyper plaisir. Et comme à chaque fois, j'ai fait un peu mes recherches sur toi. Ok. T'as fait forcément avec la sortie, t'as fait quelques interviews et tout. J'ai pu avoir un peu de matière. Mais pour toi, l'aventure manga, Ouais, ça commence en 2017. ouais, Parce que avant, comme tu viens de me dire, tu ouais. dessinais sur le coin des cahiers, mais c'était pas dans un objectif particulier. Exactement, ouais. C'est quoi qui déclenche le fait de donner un Ouais. objectif au dessin? Alors écoute, je vais te faire la version longue. Vas-y. Mais en gros, moi, j'ai toujours kiffé les mangas depuis, je pense, le moment où je suis tombé sur Bleach. Mm. Parce que j'étais arrivé par hasard dans une librairie. J'avais Le mec, il a dit quoi? Il a dit sur Bleach. Étonnant, étonnant. Là, pour le coup, c'est la première fois que j'entends un dessinateur qui s'est lancé potentiellement à cause de Bleach. Étonnant, les gars. ouvert le truc et je trouvais que graphiquement, c'était extrêmement efficace. Déjà, c'était hyper stylé. Mhm. Puis en plus, l'auteur avait un peu cette manière de dessiner les choses presque à l'arrache, mais ça rendait toujours hyper bien. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment aimé, mais quand j'avais 12 ans, tu vois.
Et du coup, j'ai commencé à recopier de temps en temps Ichigo de face et de profil sur le coin de mes cahiers. Donc j'ai un petit peu appris à ce moment-là, mais vraiment pas grand-chose. Tu vois, je Ok. dessinais pas petit. J'ai commencé un peu au collège, tu vois, à dessiner des Ichigo, Ulquiorra et tout. Ulquiorra, ça prend déjà un niveau parce qu'il y a Ouais, des petits ouais. vrais designs hein, sur Oui, Ulquiorra. ouais. Déjà, et je peux dire que tu rates Ulquiorra, tu te sens vraiment nul, hein, parce que il est pas facile. Et en gros, c'est comme ça que j'ai commencé mes premiers dessins, mais c'était vraiment pas abouti. Et en 2017, encore une fois, en allant en librairie, donc je tombe sur un autre manga dont la couverture est hyper stylée, donc je le prends, je l'ouvre, je trouve que c'est trop fort. Et quand je regarde le nom du mangaka, je vois écrit Tony Valente. Ouais. Ça sonne pas du tout japonais. Alors je vais sur Wikipédia pour checker. Eh, mais attendez, un instant. Là, il vient pas de reprendre exactement, genre, mot pour mot, l'histoire de Geronimo Sejudo, le mangaka derrière Reaper. Les gars, là, je suis étonné parce que là, c'était la même émission, ok? Il y avait le mangaka de Reaper, Geronimo Sejudo, manga qui est très cool, que je vous recommande, les gars. Il était tout dans cette émission-là, demander comment est-ce qu'il a son parcours et tout ça. Le mec, littéralement la même chose, il était en librairie, mais lui, contrairement à Charles, lui, il est tombé sur un tome de Dreamland. Et puis le mec s'est dit, bizarre, Dreamland, Renaud Lemaire, ça sonne pas du tout japonais. Exactement, genre, littéralement les mêmes mots que Charles vient d'employer, mais juste avec Tony Valente qui diffère. Du coup, bizarrement, à ce qui paraît, le déclic pour les mangakas français, c'est genre, ils sont en librairie et puis ils tombent sur un nom bizarre, ils se disent, eh merde, c'est pas japonais, ça, c'est français. Du coup, si un français qui le fait, bah moi également, je suis français, je peux potentiellement aussi le faire. Apparemment, c'est un petit peu ça le déclic, les gars. Je crois que c'est un Toulousain. Et je sais pas comment expliquer, mais à ce moment-là, j'ai un seum intersidéral. Ah ouais? Ouais. Mais un somme par rapport à quoi? Un seum parce que en 2017, j'étais en dernière année d'école d'ingénieur. Ok. Tout était lancé pour que je fasse de l'ingénierie aéronautique de toute ma vie. À la Sorbonne. À la Sorbonne, exactement. Et là, tu me montres un mec toulousain qui fait son manga, c'est hyper stylé, c'est trop fort. Et en fait, c'est possible d'être mangaka et français. Et je sais pas pourquoi j'avais cette espèce de croyance limitante. Je connaissais pas Renaud Lemaire. Eh, mais les gars, c'est. Là, littéralement, ça semble être du copier-coller avec l'interview de Géraud. Bizarre, bizarre, bizarre. De toute façon, on continue d'écouter, les gars. À l'époque, ou même ce qu'avait fait Guillaume Lapère sur City Hall et tout. Et du coup, j'étais pas du tout conscient que c'était possible d'être mangaka et français. Toi, mangaka, c'était japonais. Mangaka, c'était japonais, tu vois. Mm. Mais vraiment, j'avais même pas regardé. C'était juste que j'avais cette idée-là. C'était plus réconfortant d'être dans mes études un peu posées sans me dire que c'était possible d'être mangaka. Et puis, quand je vois ça, j'achète Radiant et j'ai cette espèce de truc un peu de rageux où je me dis non mais c'est peut-être pas si bien que ça, c'est pas possible d'être français. Vraiment, Ouais. genre j'avais pas envie d'y croire quoi. Et je lis Radiant et là cette espèce de jalousie c'est devenu Ah là 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 là. Ça, c'est un gros mot, les gars. C'est vraiment un gros problème pour les auteurs de manga au Japon qui veulent émerger. C'est vraiment un gros souci, ce qu'ils viennent dire. Parce que les mecs ont cette mentalité-là de le manga, c'est pour les Japonais. Si c'est pas du non-japonais, si c'est pas du Ryue, du Masashi, du Toriyama, du blablabla, bla, 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 j'achète pas. Vu que y a que les Japonais qui savent faire des mangas, c'est qui est une belle connerie, les gars. C'est qui est une belle connerie, bien sûr. Il n'y a pas que les Japonais qui savent faire du manga et je pense que c'est une mentalité qui est plus ou moins qui est en train de changer en fait, que ce soit en France ou même ici en Afrique, c'est un truc qui change vraiment. Mais pour le coup, c'est toujours présent quand même et ça cause pas mal de dégâts vu que les gens sont fermés. En fait, le truc c'est que les gens sont fermés à l'idée de découvrir des potentielles nouvelles séries. Alors que les gars, la nationalité, on va pas se mentir, ok, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les Japonais, le manga, c'est ancré chez eux. En fait, ils développent ça depuis des années et des années. Du coup, on va pas se mentir, au Japon, il y a plus de bons mangaka que dans les autres pays, ok? Au Japon, il y a plus de bons mangaka que des autres pays, mais ça ne veut absolument pas dire que un mangaka au Japon ne peut pas produire une œuvre quali. C'est totalement faux. C'est totalement faux. La nationalité n'a juste rien à y voir.
C'est juste une question d'apprentissage, les gars. Genre, tout le monde peut le faire. C'est juste une question d'apprentissage. Un petit peu comme toutes les autres disciplines, d'ailleurs. Mais pour le coup, ça change, ça change. Du fanatisme parce que je trouvais que c'était trop fort en fait, tu Ouais. vois. Et c'est en lisant Radiant que j'ai compris que c'était possible de faire ce métier-là. Et là, direct, t'as eu, en lisant Radiant, tu t'es dit, ah, pourquoi pas moi? En lisant Radiant, je me suis juste dit j'ai envie d'essayer. Ok, t'as envie Tu vois. d'essayer. Donc je venais de finir mes études et là je regarde du coup tous les concours de manga qu'il y a sur internet et j'ai tous envie de les faire. Tu Tu vois. pars quand même à HEC. C'est pas encore à ce moment-là. Ah, c'est pas encore à ce moment-là? Ouais, Ok, c'est ok. juste après. Et en gros, je fais le concours du Magic Manga Contest qui est à Monaco. Celui de 2019 ou avant? Celui de 2017. Ah, 2000. Ah ouais, donc tu l'as fait. Les gars, du coup, vous avez déjà essayé le truc de faire un concours pour le coup. Le truc de faire un concours. Il y a une époque, en fait, où moi, j'étais obsédé par ça. Genre, vraiment, je suis obsédé. En fait, moi, je me disais, j'en ai marre d'attendre, je veux plus attendre, je veux devenir professionnel là maintenant. Je veux publier une série qui cartonne et tout ça. Du coup, j'ai découvert qu'il y a deux façons de se faire éditer. Soit tu envoies ton dossier d'édition comme on le connaît tous chez un éditeur, ou bien tu passes par un concours qui est notamment le truc le plus connu au Japon. Sauf qu'ici, c'est pas trop ancré. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches en ligne. Je suis allé sur Google, voilà, sur tous les sites qu'on connaît. Et puis, j'ai commencé à faire des recherches pour pouvoir découvrir en fait les différents concours, les gars. Mais en fait, à chaque fois j'étais chaud, peu importe le concours, peu importe les thèmes et tout ça, à chaque fois j'étais chaud. Mais il y a un truc qui me bloquait, mais alors de ouf, c'était en fait sur la partie en fait, là où il faut remplir les coordonnées et tout ça te concernant pour que tu puisses participer. Il y avait cette partie-là, c'était quoi déjà? Cette partie-là, il y avait un truc qu'il fallait remplir, les gars. Il fallait avoir une boîte postale, c'est ça. Il fallait avoir une boîte postale. Et vu que j'ai pas de boîte postale, j'ai pas de code postal et tout ça, je pouvais juste participer à aucun concours et ça me foutait le seum, les gars. Ça me foutait un seum de ouf. Alors que les gars, j'avais préparé plein de petites séries comme ça, avec lesquelles je pouvais enchaîner les concours et tout ça. Mais de toute façon, ça n'aurait rien changé, vu que à cette époque, mon niveau frôlait littéralement le catastrophe, frôlait littéralement la catastrophe du coup. De toute façon, ça n'aurait rien changé, mais pour le coup, ça aurait été une expérience pas mal, les gars. Beaucoup de fois celui-là. Ah ouais, je l'ai fait. Bah ouais. Donc en 2017, c'est la première fois que je faisais un manga. Ouais. J'avais qu'une envie, c'était de tout déchirer dans ma tête, ce que j'écrivais, c'était génial. Ce que je dessinais, c'était trop bien et tout. J'ai pas réussi. Ouais. J'ai pas réussi parce que j'ai découvert le concours 2 mois avant la deadline. Je pensais qu'en 2 mois ça allait être bon. Je m'étais laissé toutes les trames et j'avais fait tout l'ancrage jusqu'à 3 jours avant. Et je m'étais laissé tous les aplats et les trames pour l'avant-veille, tu vois, en même temps que je faisais mon stage de fin d'études et tout. Et du coup, j'ai pas réussi à tenir la deadline. C'est vrai? T'as Ouais. pas envoyé le. J'ai pas envoyé le truc. Déjà, c'était illisible. Enfin, tu vois, il y avait plein de trucs qui allaient pas. Et ça m'a fait un peu déprimer. Pour une fois dans ma life, j'avais envie de faire un truc Petit fail. et fail, tu Ouais. vois. Mais par contre, j'ai kiffé faire le manga. Ouais. Du coup, j'ai continué. J'en ai T'as fait aimé le plein. process. J'ai grave kiffé le fait d'écrire une histoire et après de la dessiner. C'était vraiment genre j'ai senti que c'était le truc pour lequel j'étais fait. Donc, j'en parle à ma famille, j'en parle à mes proches et je dis à mon père. En parlant du fameux le truc pour lequel tu es fait, les gars, j'ai trouvé en fait une solution de ouf pour savoir en fait si tu es fait pour devenir mangaka, si c'est vraiment ton chemin tracé, tout ça. Bref, pour savoir si tu es taillé dans les taux des mangaka, les gars. Parce que, on va pas se mentir, il y a plein de gars qui se disent je vais devenir mangaka, je veux produire des bangers et tout ça. Les gars, juste comme ça, sur un coup de tête, genre vraiment, juste comme ça, sur un coup de tête, ils tombent sur une série cool, un manga cool, un anime cool, et puis explosion de dopamine, ils se disent je vais devenir mangaka, je veux produire des chapitres, je veux faire rêver comme on m'a fait rêver, tout ça. Alors qu'au fond, les gars, le truc c'est qu'en fait, ils sont pas prêts au processus de création de manga parce que en fait, vouloir devenir un mangaka à succès et le parcours pour devenir mangaka à succès, c'est deux choses différentes. Le parcours n'a juste rien à y voir avec le fait de faire rêver les gens et tout ça. Du coup, j'ai trouvé un test, pertinent pour savoir si t'es vraiment taillé dans l'étoffe des mangaka, les gars. Le truc, c'est quoi? Je dis toujours, si tu doutes sur le fait que tu veux devenir mangaka ou pas,
conseille toujours à la plupart des gens, si t'es jamais arrivé de faire de manga, le truc c'est que je conseille toujours de créer une histoire, créer des personnages, créer une intrigue, bref, faire tout le tralala qu'il faut pour créer un manga et tout ça. Et puis, tu vas te lancer comme ça sur 2, 3 chapitres, voire 4 chapitres si t'es vraiment déter. Et puis, ça va être quoi le but en fait de ce test? C'est que genre, vu que la plupart des gens, en fait, ils se bougent jamais, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils sont toujours en train de faire des illustrations, ils sont toujours en train de... Bref, ils se sont jamais lancés en fait sur ils n'ont jamais enchaîné plusieurs planches. Et vu qu'ils n'ont jamais enchaîné plusieurs planches, ils ne savent pas vraiment ce que c'est de faire un manga. Du coup, pour mon test, c'est quoi? Tu vas te lancer comme ça sur 3, 4 chapitres et ça va te permettre que quoi? En te lançant sur 2, 3 chapitres, tu vas pouvoir en fait vérifier que tu es prêt à accepter le process de mangaka, voilà, la composition, la création de personnages, les décos et tout ça. Bref, sur 2, 3 chapitres, tu as largement le temps pour découvrir tout le processus, comment ça va faire. Et après les 2, 3 chapitres, le truc que tu vas te dire, c'est est-ce que je veux faire ça genre sur toute ma life? Et c'est ça qui va faire la grosse différence. Est-ce que tu vas être prêt à faire ça sur toute ta life? Parce que plein de personnes se disent je vais devenir mangaka, mais les gars, en vrai, de vrai, ils sont pas prêts à assumer tout ce qu'il faut pour réellement pouvoir devenir mangaka, les gars. Ça, c'est un test que, au cas où vous êtes dans l'hésitation, vous ne savez pas si vous voulez réellement devenir mangaka, je vous conseille de faire pour le coup. Bon, les gars, on va continuer d'écouter la vidéo de Charles, le fameux dessinateur de Instinct, le manga qui a juste explosé. M'en fous de mon diplôme d'ingénieur. Moi, ce que je veux, c'est être mangaka. Ils font quoi tes parents? Mon père, il était responsable d'une entreprise de plomberie et de chaufferie, et ma mère, elle travaillait pas. Ok. Et du coup, je montre à mon père mes planches. C'est lui qui me demande. Je dis, ah bah, papa, trop envie de devenir mangaka, regarde ce que je fais. Et il regarde mes planches. Il dit, écoute, il y a peut-être du potentiel. Pour l'instant, c'est trop jeune. Donc, continue des études qui ont rien à voir à côté, histoire d'avoir un diplôme et histoire d'être sûr d'être bien. En vrai, la meilleure réponse. Trop fort. Et donc, continue tes études à côté qui ont rien à voir et continue de faire tes concours de manga et puis un jour, ça va croître naturellement. Et quand tu auras le niveau pour devenir mangaka, tu feras le basculement, tu vois. Du coup, c'est comme ça que je rentre en école de commerce et je me passe... Ah là 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 là. Les gars, moi, j'ai pas connu cette même histoire-là. En fait, moi, j'ai pas connu cette histoire-là avec mes parents du genre, vas-y, fais ton truc et tout ça. Ça peut marcher, fiston. Les gars. Et je pense que aussi, c'est pas le cas de la plupart des gens. Nous, on connaît comment ça se passe, les gars. En général, lorsque tu vas vers tes parents et tu leur dis, papa, maman, je vais devenir mangaka et tout ça, on connaît la réponse générale. C'est, putain, le manga, ça paye pas, le dessin, ça paye pas. Surtout ici en Afrique et tout ça. Ça va te mener nulle part et tout ça. En fait, moi, littéralement, les gars, j'ai eu une guerre, mais genre pour de vrai. Réunion familiale. Bref, rassemblement. En fait, je suis passé juste par tous les gars. Premier degré. Bon, aujourd'hui, s'il est vrai, j'ai un petit peu plus de liberté pour faire ce que je veux, mais les gars, pour le coup, j'ai pas eu la bonne expérience. En fait, en disant à mes parents que je voulais devenir mangaka, les gars, j'ai pas eu la bonne expérience pour le coup. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les coms, à balancer, à me dire comment potentiellement s'est passé votre... Si en fait, vos parents ont toujours été OK ou bien ça a toujours été la guerre, les gars, n'hésitez pas à me dire ça dans les coms. Tout mon temps d'école de commerce à être dessiner. au fond de la classe, à dessiner et à faire les concours manga draft, Tu le devais être concours un alien Kiyun. un peu quand t'étais là-bas. Ah ouais, j'étais le mec chelou du fond de la classe qui dessinait, tu vois. Mais en gros, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment faire écrire toutes les histoires pour les concours, à commencer à les dessiner. J'allais voir Tony Valente dans toutes les conventions qu'il pouvait faire, tu vois, que ce soit... J'avais vu celle d'Angoulême avec Renaud Lemaire, puis après j'étais venu là où il allait à Japan Expo, puis Japan Tour, enfin tu vois, et j'ai commencé à avoir un amour pour les mangakas français. Ok. Et du coup, j'étais en école de questionnais. commerce. Ah putain. Ils ont tellement... En fait, là je suis pas en train de me plaindre, ok, mais je me plains pas. Je dis un fait. Ils ont quand même tellement de chance, eux, en France et au Japon, genre, pour de vrai, IRL, tu peux aller comme ça dans des conventions, dans des festivals, et puis tu peux rencontrer des mangaka qui sont déjà
éditer, des professionnels qui vont te conseiller et tout ça et tout ça. Nous, ici en Afrique, c'est pas toujours le cas, les gars. C'est trouver en fait des mentors, c'est ultra, mais alors ultra rare. Du coup, il y a juste rien qui se passe. En fait, nous, nos références, on va plus aller les chercher sur Internet. On va, voilà, écouter des interviews, analyser des vidéos comme nous sommes en train de le faire, les gars. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Je dis pas que c'est impossible lorsque tu es en Afrique, mais c'est pas toujours évident et ça, c'est une vérité. Juste une vérité, les gars. Ouais, voilà, j'étais en école de commerce, je faisais mes concours de manga et je traversais la France pour voir Tony, Géraud, Renaud, etc. Putain, trop bien. Voilà. Et ça te prenait combien de temps à faire les concours? Bah écoute, je peux pas te dire combien de temps ça me prenait. Parce que là, tu vois, le premier, t'avais fait 2 mois, mais t'as dû aussi prendre conscience avec ça que fallait plus. Enfin, que Oui. 2 mois, c'était Oui, un peu court, quoi. alors c'est vrai, mais je dessinais même hors concours. En gros, Ok. Tony, quand je l'ai vu dans son interview croisée avec Renaud en 2017, il m'a dit fais des planches, fais-les bien, plutôt que de les faire vite. Ok. Du coup, tous les soirs, je rentrais chez moi après le taf et je faisais mes planches pour un concours, pour des histoires personnelles, etc. Mais juste, je faisais des Et mangas. que des planches. Que des planches. Tu faisais pas de l'illustration, des petits Non, bouts. non. Ouais, Moi, ce vraiment que je de voulais, la c'était... Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Pour le coup, les gars, je pense que ça, ce qu'il vient de dire, c'est un truc de super important. Parce que la plupart, en fait, des gens qui veulent devenir mangaka, ce qu'ils vont faire, c'est passer tout leur temps à dessiner des illustrations, des illustrations, des illustrations et des illustrations encore et encore. Alors que c'est pas le truc, les gars. Être illustrateur et être mangaka, c'est totalement différent. Un illustrateur fait des illustrations, un mangaka fait des planches. Là, il faut vraiment avoir la corrélation entre ces deux trucs-là. Et moi, quand j'étais au lycée, en fait, j'étais trop dans le piège de toujours faire des illustrations. Genre, je réduisais le manga à cette forme de dessin. Je réduisais vraiment, mais alors vraiment le manga à la partie dessin, tout ça. J'étais focus tout le temps, 100% uniquement sur mes illustrations. Je vais m'améliorer en dessin, je vais m'améliorer en dessin, je vais m'améliorer en dessin. Alors que s'améliorer en dessin, c'est pas s'améliorer en manga, les gars. S'améliorer en dessin, c'est pas du tout s'améliorer en manga. On s'améliore en manga en faisant des planches et tout ça. Là, je pense que c'est... Je pense qu'on le sait tous aujourd'hui. C'est pas en faisant des planches c'est pas en faisant des illustrations que tu vas devenir mangaka, mais en faisant des planches, effectivement. En, voilà, proposant des dessins avec une histoire derrière et tout ça. Je pense que c'est plus ça qui fait la différence, les gars. C'était vraiment écrire des histoires et les dessiner. Ok. Donc c'était que des planches. Et tu faisais déjà en mode storyboard, crayonné, Storyboard, ancrage. crayonné, ancrage, trame, fin, lettrage, tu vois. Ok. Et je recommençais en boucle. Et donc des même histoires pas tu recopiais des planches ou c'était vraiment les tiennes directes Non, je m'échauffais en parfois recopiant quelques planches ou en travaillant l'anatomie, tu vois. À l'époque, j'étais fan de Aorisa Nakata, Ok. celui qui fait les views. Ok, je connais pas, mais C'est un style assez technique et du coup c'était pratique pour moi qui avait aucune technique de pouvoir justement un peu recopier ses planches. Mais sinon c'était que dessiner des histoires et les raconter quoi. ok. Ça, tu le continues pendant 2 ans jusqu'à reparticiper au concours Magic Monaco, une fois Exactement. de plus, en 2019. Ok, alors. Moi, Oui. j'ai su le départ de Vas-y. celui de 2019 avant de celui de 2020, Ok. où tu finis coup de cœur. Ouais, Il y a le mangaka de Yu-Gi-Oh dans le jury, exactement. c'est ça? Alors en gros, donc celui de 2017, j'ai raté la deadline. Ouais. Celui de 2018, j'ai tenu la deadline et je suis arrivé coup de cœur de Ah, ok. Takahashi. Ah, c'était pas 2019? En gros, Ah, la deadline ouais. du concours c'est en 2018 Ah, et c'est d'accord. annoncé en Ok, 2019. je comprends. Mais du coup, moi je l'ai fait en 2018. tu D'accord, vois. ok, je capte. Celui de 2020 que j'ai gagné, je l'ai fait en C'était en 2019. 2019, ok, Voilà. c'est année moins, ok. Exactement. Et du coup, j'ai eu l'occasion comme ça de rencontrer Kazuki Takahashi. Mm. Moi en plus, qui kiffait Yu-Gi-Oh, j'avais le jeu de cartes, etc. Et quand j'ai présenté mon manga, je m'attendais à me faire mais défoncer. Ok. Parce que c'est un vrai mangaka japonais, il est trop fort, etc. Et il m'a dit, l'histoire, elle est bien, j'ai bien aimé le concept et tout. Maintenant, les dessins sont un peu jeunes, donc continue. Ok. Donc l'histoire validée, Histoire validée, dessin jeune, mais encourageant. mais encourageant, tu vois. Donc Et en du coup- fait, un peu la même réflexion que ton père te fait. Exactement, tu C'est vois. la même Et line, ok. en même temps, à juste titre, puisque j'ai commencé mes premières planches 1 an auparavant, Ouais, tu vois. c'est ça. Donc sur le coup, j'étais Legit. je disais ah putain ça, mais en vrai c'est logique. Et du coup ces retours-là, donc après je les ai mis à bien pour, je crois que c'était le concours Kiyun Ok. que j'avais fait aussi. J'avais fait des concours manga draft également, tu vois, les Silent Manga Audition. Ouais. Tu sais, Ça, c'est un concours qu'à chaque année et qui est assez populaire en plus. Wow.
Du coup, ça m'encourage à, comme ça, potentiellement tester dans les semaines, dans les mois à venir, de tester potentiellement plusieurs concours, les gars. Je pense que ça peut être une bonne XP, ça peut, voilà, générer des beaux points d'expérience, voilà. Je pense que c'est envisageable. Ça pourrait, c'est une idée intéressante, les gars, c'est intéressant. À méditer. Exactement, ouais. Ils ont un super site d'ailleurs pour ceux qui connaissent pas, faut aller le voir, c'est super cool. Ils mettent tous les participants sur la carte Ouais, oui, par région, oui. je trouve ça hyper bien fait. Ouais, Silent Manga Audition, où du coup j'étais arrivé 11e l'année Ok. d'après. Et du coup je retente cette fois le Magic Monaco en 2019. Et là, bah, plus que coup de cœur, celui-là j'ai Tu gagné. remportes. Ouais, ouais. Je note que sur celui de 2019, je sais pas si l'info est bonne, peut-être que ma Mm. source est mauvaise, mais que en finissant coup de cœur, ça te donne accès aux locaux du Shonen Jump. Alors c'est vrai. Normalement j'aurais pu aller visiter le local C'est vrai? d'Ashoka. Bah ouais, mais Covid oblige. Frontières fermées, etc. Ok, Donc non, ok, j'ai ok, pas eu ok. l'occasion d'y aller, mais ça aurait été génial. Ok. Tu vois, Et par contre, avec celui de 2020, t'es publié dans le Shonen Jump Plus exactement, ouais, Très avec cool. Dreamers, ouais, ben, sur Dreamers. ouais, ouais, génial. Et donc là, c'est le premier concours que tu gagnes. Et là, je crois que c'est le premier concours que je gagne. Et Ah, ce bon vieux Covid, les gars. Ce bon vieux Covid qui a tourmenté l'humanité. Mais je me dis que, voilà, bizarrement, sur le manga, sur le marché du manga, ça a eu une influence plutôt positive, les gars. Bizarrement, bizarrement, bizarrement. Parce que, durant les périodes de Covid, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que les gens ne pouvaient plus sortir pour aller en librairie, se procurer des mangas et tout ça. Du coup, boum, explosion totale du marché du manga numérique, on le sait tous. Aujourd'hui, ça continue de croître. En plus de ça, il y a des mecs qui, voilà, ils kiffaient pas trop le manga numérique. Du coup, ils n'allaient pas forcément chercher en ligne. Et puis, après le Covid, les gars, pour ceux qui n'ont pas assisté à ça, après le Covid, il y a eu juste l'une des meilleures années en matière de vente de manga. Genre, vraiment, depuis des dizaines d'années, c'était juste trop ouf. Quand le Covid est terminé, voilà, les gens pouvaient rentrer dans les librairies. Ils se sont précipités, les gars, et puis l'année, il y a eu une explosion totale au niveau des ventes. C'est pour ça que du coup, je dis que ça a une influence, voilà, plutôt positive. Ok, pas totalement, vu que le marché du manga papier a quand même chuté pas mal en vrai, mais dans son ensemble, c'est une influence plutôt positive sur le marché du manga, les gars. j'étais très content de le gagner. Maintenant, il fallait faire le manga draft. Maintenant, il fallait gagner le SMA. Maintenant, en plus, peu après, il y a eu le concours que Géraud a, où Oui, Géraud est mais, arrivé deuxième. Mais c'est qu'il était enchaîné, ce gars. C'est qu'il était déchaîné, en fait. Le mec, il enchaînait comme ça les concours de dessin à l'arrache, à l'arrache. Le mec, waouh, c'est. Pour le coup, il a beaucoup très hâte, les gars. Voilà, les haineux sur Internet, les haters vont dire voilà, t'as eu la vie facile, il y a Inoxta qui t'a contacté, et puis tout est parti si vite. Mais voilà, les gars, c'est ce mec, nous sommes face à un passionné, comme tout le monde, comme moi, comme vous, qui a charbonné dur. Et voilà, un jour, la chance lui a souri, aussi simplement que ça. Le mec, il s'est pas levé un beau matin, et puis bam, on l'a contacté pour créer un manga avec un influenceur qui a plusieurs millions d'abonnés et j'en passe. Non. S'il était resté dans sa chambre à ne rien foutre, à ne pas proposer encore et encore, ce qui n'aurait pas eu la proposition de Inox. Du coup, c'est pour ça qu'on dit, faut tenter sa chance, les gars. En fait, faut bouger, faut se bouger. Il y a une phrase que j'aime en fait. La phrase c'est quoi? La phrase dit quoi en fait? Il n'y a que ceux qui jouent qui peuvent gagner. J'adore cette phrase, les gars. Il n'y a que ceux qui jouent qui peuvent gagner. Tant que tu joues pas, tu n'as aucune chance de gagner. Mais quand tu joues, on ne sait pas, un jour, voilà, comme ce mec-là, la chance peut te sourire, tu peux exploser, ta série peut s'envoler, tout ça. Mais tant que tu n'as rien tenté, mon gars, tant que tu tentes pas, c'est voilà, c'est mort, quoi. C'est déjà mort. C'est déjà mort, les gars. Alors, pour le coup, des applaudissements pour Charles, les gars. Vu que le mec qui l'a créé, il a. En fait, malgré tout la haine qu'on peut l'envoyer, les gars, pour moi, c'est un mec juste à soutenir. Voilà. Il a eu sa chance. C'est pas parce qu'il était chanceux et d'autres non que, voilà, tout le monde doit se fâcher contre lui. C'est juste du n'importe quoi, les gars. Allez, on reprend la vidéo,
les centième Le édition Tezuka, du le Tezuka. Tezuka, ouais, c'est Voilà, ça. donc j'ai fait le Tezuka aussi. Enfin bref, tu vois. Ok. Et tu vois, quand tu finis premier d'un concours de manga, Ouais. qui est assez réputé en plus, Mhm. est-ce que tu te dis pas, bah, il y a peut-être temps que j'envoie des dossiers, tu vois? Alors c'est vrai. Pour l'instant, j'avais encore envie de continuer les one-shots, simplement parce que à chaque fois que je dessinais une nouvelle histoire, ça pouvait être des hommes oiseaux au-dessus des nuages, ça pouvait être des gens qui habitent à l'Atlantide, ça pouvait être une histoire sur des dragons, etc. Ça me permettait en fait de dessiner plein de tester, choses d'explorer, différentes, ouais, ok. et ma jeunesse dans le dessin m'obligeait à tester à chaque fois de nouveaux environnements pour continuer à apprendre. Ouais, ok. Ok, je comprends totalement. Là, on est en 2020, donc tu continues sur cette voie-là à vouloir faire plus de concours. Mhm. Il se passe 2 ans ensuite. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 ans? Alors, là, j'essaye de démarcher un peu des éditeurs. Ouais. Et c'est là que j'échange avec Benoît Huot de Glénat, Ouais. Timothée Guénon de Kana, aussi un petit peu avec Ankama. Et j'ai des pistes, mais pour l'instant, rien de concret. Pourquoi? Parce que, encore une fois, peut-être dessin un peu jeune, peut-être pas le moment pour eux, peut-être que l'histoire que je proposais était pas Ouais. conforme à leur DA. Et du coup, je suis obligé de prendre un CDI. C'est vrai? Ouais. C'est et d'où le moment où- L'ingénieur. D'ailleurs, de toute façon, je pense que cette partie-là, cette étape-là, elle est forcée juste pour tous les mangaka, voilà. En fait, percer ou plus simplement réussir, c'est dans le manga. En fait, c'est tout un processus, les gars. Ça prend pas mal de temps, rien que déjà la partie qui était de professionnel qui était d'amateur à professionnel en matière de dessin de scénario. Ça, c'est d'abord toute une longue période, potentiellement des années et des années. Et puis, quitter maintenant voilà, rien que de quitter de professionnel. Bref, en fait, d'un mec qui sait dessiner, qui sait écrire une histoire, à éditer, c'est encore autre chose. Parce que il y a plein de gars qui savent très bien dessiner, qui savent très bien écrire une histoire, mais qui se font juste peu éditer. Du coup, c'est encore une autre étape. Et puis maintenant, quitter de ça à éditer, quitter d'éditer maintenant à série qui marche, qui puisse voilà, te faire vivre. Ça, c'est encore tout un autre parcours. Du coup, c'est l'étape CDI, l'étape avoir un emploi à côté qui va te permettre de subvenir à tes besoins. Je pense que c'est pratiquement incontournable, les gars. Je pense que c'est pratiquement incontournable, cette étape-là, cette phase-là. Là, je parle vraiment genre premier degré, les gars. Genre, parce que c'est pas. En fait, devenir mangaka, c'est. Créer une série qui marche, c'est pas un truc que tu vas te dire. Ouais, je me lance aujourd'hui. Dans un an, j'ai une série qui marche et je suis indépendant, que ce soit financièrement et. Bref, je suis indépendant tout court. C'est juste faux, les gars. En fait, c'est très, très, très peu probable que ça arrive. Peut-être qu'il y a des exceptions, mais moi, j'en connais pas. C'est très probable que ça arrive. Ingénierie. D'où le moment où j'ai été un peu ralenti, où j'ai fait de l'ingénierie d'affaires. Ok. Et maintenant, je vais être ingénieur et commercial. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et je continuais à Parce dessiner. que pour beaucoup, c'est un poste enviable, tu vois. Genre en mode, tu gagnes bien ta vie, Ouais. c'est stable, etc. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que comment tu le dis, c'était un poids, tu vois. Et tu sais quoi, c'était une expérience qui était agréable. J'ai appris des choses là-dedans. Mais je sentais au quotidien que ce pourquoi j'étais fait, c'était vraiment raconter des histoires et dessiner. Et c'est marrant parce que j'ai été quelqu'un d'assez flegmatique pendant toute une partie de ma vie. Ah, les gars, ça, c'est la phase potentiellement dans laquelle je suis là maintenant. Je suis dans cette étape où, voilà, j'ai un petit taf à côté, hein, j'ai un petit taf à côté, tout ça, mais je me dis, voilà, à mes heures perdues, voilà, à mon temps libre, on va pas dire à mes heures perdues, parce que à mes heures perdues, c'est comme si c'était une fois sur 10 millions et tout ça. Non. À mon temps libre, je bosse, j'essaie de faire du manga. Et c'est à ce moment-là, c'est lorsque je suis face à ma feuille, avec mon crayon à main et tout ça, quand je suis en train de dessiner, que les gars, littéralement, je me sens vivre. Vraiment. Voilà. En fait, je suis à cette phase-là où je désire, genre, là où le désir de vouloir pratiquer ça en continu, c'est vraiment abusé. C'est abusé, les gars. Tu vois, jusqu'en 2017, où j'ai vu que c'était possible d'être mangaka français. Et là, j'ai eu une hargne de faire des mangas. Et je faisais pas de manga.
J'étais un peu saoulé. J'avançais pas un concours. Le week-end, j'étais pas content, tu vois. Et elle était comment ta relation avec tes collègues quand tu commençais à travailler? Parce que tu vois, si je prends comme exemple Anne, tu vois, du duo Anne et Mine, Bien sûr, oui. que tu connais en plus. Elle travaille, mais je sais que les midis, quand elle a une pause, tu vois, elle est Ouais. sur ses planches. Ouais. Parce qu'en plus, enfin, Mine, lui, est à plein temps, donc elle, c'est aussi son objectif de pouvoir être à plein temps pour que les deux soient Ouais. sur le duo comme ça. Est-ce que toi, t'étais pareil ou tu réservais quand même ça au moment où tu rentres chez toi le soir? Alors non, j'essayais de trouver tous les moments que j'avais pour dessiner. En plus, c'était un métier où on me laissait pas mal d'autonomie. Du coup, parfois, je faisais semblant de faire des Ah rendez-vous ouais clients alors que j'avais dessiné. Est-ce que tu te mettais des rendez-vous avec toi-même dans ton agenda? Exactement. Ah, les salauds, ah, les salauds. Ah ouais, les gars. Là, j'imagine la tête de son employeur lorsque potentiellement il va mater cette interview. Ah, les gars, pour le coup, c'est giga marrant. Là, le mec faisait semblant d'être en train de gérer des clients alors qu'il était en train de dessiner. Mais les gars, voilà, c'est comme ça en fait, tu peux pas rester tout accepter de la vie, voilà. Il y a des moments où il faut un petit peu voilà, se rebeller. Ça arrive, il faut se rebeller, les gars. Ce sont des trucs qui arrivent potentiellement. Exactement, je me mettais des rendez-vous avec moi-même. Parfois, je dessinais toute la nuit et je disais ah bah je peux pas déjeuner avec vous ce midi, je déjeune avec des clients. Je rentrais chez moi, je faisais la sieste. C'est vrai? J'avais trop besoin de dormir et en fait Parce que vraiment la nuit tu te butais. la nuit je me butais, je continuais à faire des concours, etc. J'avais une piste assez prometteuse avec un éditeur Ok. qui me disait bah Charles, presque tu peux démissionner, go, on avance maintenant. Je sais pas si je t'avais raconté ça. Ça me parle pas, ça me Ok, parle pas. bah j'avais eu une piste avec un éditeur pendant que j'étais justement dans ce métier d'ingénieur d'affaires et j'avais déjeuné avec lui, j'avais déjeuné avec le boss de la maison d'édition et tout et il m'avait dit ok Charles, enfin on rentre, on fait faire le contrat, toi tu démissionnes et puis go on avance, Ouais. on fait le manga ensemble, on fait un manga qui s'appelle L'Attrapeuse par rapport au concours où j'étais arrivé coup de cœur manga draft. Je l'ai lu celui-ci. Ouais, Et voilà. en plus il y aura. Et en plus je pense qu'on pourra en parler On après. pourra en oui. parler après. C'est vrai. Et du coup, là, j'étais à 2 doigts de démissionner de mon taf. Et d'un coup, plus de réponse de cet éditeur. Plus de réponse du tout. Je relance. Ouais. Je relance les gars avec qui j'avais déjeuné. Aucune réponse. Je croise à nouveau cet éditeur pendant le festival d'Angoulême. Quand j'allais démarcher justement d'autres éditeurs parce que lui, il me répondait plus. Et il me dit, bah Charles, désolé de pas avoir avancé. Finalement, on s'est rétracté. Alors, je monte mon dossier d'édition et je dis, OK, je comprends que vous soyez rétracté. Qu'est-ce que je dois améliorer Sur celui-ci, sur celui-ci pour que ce soit ok. pour que quoi. la prochaine fois soit la bonne. Et il me regarde et il dit mais Charles, en fait ce que tu fais c'est moche et si tu t'en rends pas compte c'est qu'il y a un problème. C'est vrai. Ouais. Et il me dit ça au festival d'Angoulême, je crois. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Et puis, les éditeurs sont là, en fait, sont toujours en train de critiquer. En fait, j'ai pas de problème avec le fait que les éditeurs critiquent les auteurs en mode ton dessin est moche, c'est amélioré, tout ça, mais c'est bizarre, les gars, c'est bizarre. C'est comme un mec qui n'a jamais vu un stade de football et qui critique un joueur professionnel en plein match. Un peu comme dans les bars, les gars, bizarrement. Dans les bars. Tu vois, il y a voilà, des vieux, des pères, on m'a dit comme ça, qui n'ont jamais touché au ballon de leur vie. Mais ils sont là, face à la télé, en train de voir un match, en train de dire ah, ce mec s'est manqué, il devait faire une passe à son coéquipier, tout ça. Alors que le mec, monsieur là, sans vouloir vous offenser à côté, vous êtes face en fait à un professionnel et vous n'avez jamais touché un ballon de toute votre vie et vous essayez de lui faire la leçon, les gars, c'est totalement bizarre. Je dis pas que c'est pas normal, voilà, il faut pas forcément être bon pour donner son avis, mais j'avoue, c'est bizarre, les gars, c'est bizarre. Un an après que j'ai commencé mon taf et tout. Et alors que moi, j'étais plein d'espoir avec cet éditeur-là parce qu'il m'avait dit Charles, on avance le contrat tous les deux. Mais comment ça se fait qu'il y a eu un revirement pareil? Je sais pas. En gros, je crois qu'ils avaient beaucoup aimé l'histoire de l'attrapeuse. Je crois qu'ils voulaient peut-être que je sais pas tellement. Que tu storyboard pour quelqu'un. Peut-être. Mais d'un coup. Ah les gars, mais Charles, en fait le mec il était vraiment déterminé les gars. Le mec il était déterminé de fou malade. Lorsque on écoute son histoire, voilà, certains vont attribuer le succès de son manga à la chance et tout ça, mais les mecs, le travail a une part importante dans son ascension avec son manga Instinct, ok. Bien vraiment, on va pas se mentir, ok, le boost, il a eu un boost énorme grâce aux millions d'abonnés du fameux youtubeur Inoxtag et tout ça, on va pas se mentir, c'était un boost fantastique.
Mais voilà, le mec, il n'a pas démérité, au contraire, il a vraiment mérité vu que il a vraiment bossé comme un acharné pour pouvoir en fait se faire sa place, pour pouvoir se faire remarquer tout ça. Le mec, pour le coup, c'est pas un coup de bol comme les gens pensent que tu as dit sur Internet. C'est pas un coup de bol. Il n'a pas eu la vie facile, les gars. Parce qu'on écoute son histoire, c'est pas un mec qui est resté dans son canapé comme ça, et puis un jour, un mec avec des millions d'abonnés lui écrit viens, on fait un manga, ça va tout cartonner, blablabla. Bla, bla. Non. Lui, il était full process, il était tout le temps dans le processus, et puis un jour, la chance lui a souri. Comme potentiellement ça peut me sourire, comme ça peut vous sourire, comme ça peut sourire juste à n'importe qui. Et lui, il a saisi, et puis ça a marché. Du coup, il n'y a pas de raison d'avoir la haine contre lui, les gars. Je comprends pas les haters qui ont la haine contre lui pour de vrais premiers degrés, les gars. On continue de l'écouter. Peut-être qu'il voulait plus mes scénarios que mes dessins, je sais pas. Ça, pour le coup, c'est un vrai mur. Ah ouais, là, quand t'es au festival d'Angoulême, il est 19h, l'éditeur qui t'avait dit ok go on avance ensemble te dit que ce que tu fais c'est moche et que tu t'en rends pas compte, le chemin du retour dans le bus Angoulême-Paris de 23h à 5h du matin, t'es là, tu regardes le plafond et tu dis mais waouh, en fait, enfin c'est pas possible, je peux pas faire ça, ce métier il est pas fait pour moi. Ah ouais, vraiment, le temps d'une soirée j'ai cru que j'allais arrêter. Ouais. Tu vois, tellement j'avais pas vu venir et tout. Et qu'est-ce qui a fait que t'as continué? J'avais quand même envie de continuer. Voilà. Donc le lendemain, j'ai recommencé à dessiner avec un peu la rage au ventre, mais envie de prouver. Envie de prouver, et j'ai juste continué à dessiner en faisant mon taf et voilà. Incroyable. On avançait un peu dans le temps. Ouais. Tu continues à progresser en dessin. T'es toujours à ton taf. Je suis toujours à mon taf. Et un jour, ouais. C'est l'histoire que je pense que t'as dû rencontrer 1 milliard de fois. Ouais, ouais. Tu vois qu'il y a Inox qui est au salon de l'agriculture en février 2022. Exactement. Et tu dis, je vais lui faire un dessin et je 2023. 2023 Ouais, on est en 2025 là. Ouais. Donc 2023. 2023, ok. Tu suivais Inox? Je suivais Inox. Okay. J'avais déjà vu un peu son contenu. J'aimais bien le personnage. Il était fan de manga, j'étais fan de manga, donc je trouvais ça cool. Parce que je trouve que tu t'es quand même tapé une sacrée déterre, l'histoire de faire un dessin, aller l'encadrer, aller au salon de l'agriculture, faire la queue, parce que quand il y a Inox, en général, il y a... Ouais, Clément, le mec, il allait chercher sa chance. Il allait chercher sa chance, le gars. Il y a l'attente. Ouais. Pour lui remettre un dessin, alors que... C'est marrant parce que quand tu prends l'événement isolé comme ça, on a l'impression que ça m'a pris d'un coup. Mais ce que j'ai fait à ce moment-là avec Inox, c'était déjà ce que j'avais fait pour aller voir plein de mangaka français partout en France. J'étais parti à Tours, à Angoulême, à Lille pour voir toutes les conventions qu'il pouvait y avoir, pour échanger avec des éditeurs. En fait, toutes les tirs que tu pouvais prendre, tu les prenais. Ouais. Okay. Et ça m'a toujours beaucoup servi parce que, tu vois, j'étais allé à Angoulême rencontrer Nicolas David, qui m'avait donné des conseils. J'avais vu Renaud Lemaire. Toujours de bons conseils, Nico. J'avais vu Renaud Lemaire, j'avais vu Geronimo. Là, je suis allé plus récemment. J'étais déjà sur Instinct, mais j'étais allé voir aussi ZD. Tu vois. Et c'était hyper intéressant pour moi quand j'étais amateur, justement, de demander tous les retours possibles. Là, j'ai vu que c'était Inox au sein de l'agriculture. J'ai fait bah vas-y go. Tu vois. Ok. Donc t'arrives, tu donnes un dessin, tu lâches le petit mot qui fait plaisir. Si un jour t'as envie de faire un manga, appelle-moi. Et là, il t'appelle. Si jamais tu veux faire un manga, je démissionne de mon taf et on en fait un ensemble. Et waouh, c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Waouh, c'est magnifique les gars, magnifique. Waouh, c'est comme ça que ça s'est passé. Vous n'imaginez pas dit comme ça c'est facile, mais vous n'imaginez pas la pression que c'est d'aller voir un YouTuber ultra connu qui réunit des millions de personnes encore une fois. Et puis, fait un dessin, l'encadrer, le remettre, le dire. Si un jour tu veux faire un manga, je suis là, je suis chaud et tout ça. Les gars, c'est fou. C'est une histoire. Nous sommes face à un mec qui allait chercher. On m'a dit, on va pas dire dans les ténèbres, ok. On va pas faire façon cartoon et tout ça, façon dessin animé, tout ça. Qui allait chercher, voilà, dans la foule, qui s'est démerdé pour trouver des opportunités comme ça, les gars. C'est magnifique l'histoire de Charles. Trop beau, les gars. C'est con parce que, tu vois, moi j'avais 28 ans à l'époque, il en avait 22, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas, tu vois. Il me rappelle. Donc je lui file le dessin, 3 jours plus tard, il annonce qu'il va gravir l'Everest. Donc là, quand je vois l'annonce, je me dis, ok, bon, c'est mort, il aura jamais le temps et tout. Et c'est là qu'il me rappelle. Okay. C'est là qu'on commence à échanger, qui me présente Basile, Basile Mono, Basile Mono, qui est aujourd'hui du coup co-scénariste avec nous sur le manga, et puis maintenant c'est devenu un pote aussi, tu vois. Et c'est là qu'on commence à échanger tous les trois. Le feeling,
passe hyper bien, on s'entend bien tous les trois. On se dit pourquoi pas avancer ensemble. On parle de comment lui il a son idée des auras. Moi j'avais déjà un peu ce concept de l'attrapeuse. Et ça c'est aussi un problème en fait que beaucoup de gens vont souligner lorsqu'ils vont critiquer Instinct. Vu que le manga, les gars, malgré le succès énorme, immensissime, voilà, et juste énorme que ça a pris en très peu de temps, les gens vont aller dire, ouais, mais Inox, il dit que c'est son manga, mais voilà, il y a un co-scénariste. Bref, le manga est scénarisé littéralement par 2 personnes. En plus, c'est encore écrit par Charles. Et puis encore d'autres personnes qui retravaillent le truc. Les gens disent en fait, ouais, finalement, c'est le manga de qui? Quelle est la place de qui sur quoi? Et tout ça. Chose bizarre, les gars. En fait, un manga, ça peut être écrit par tellement de personnes. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un groupe de nanas au Japon. J'ai oublié le nom du groupe, les gars. C'est un groupe de nanas, mais alors ultra connus, qui ont produit des bangers. Mais alors des œuvres énormes, les gars. Les nanas, ils sont littéralement 7. Je me rappelle plus trop. Ils sont genre 7 ou plus, un truc comme ça. À bosser à chaque fois sur le même manga. Elles ont produit, à chaque fois plusieurs bangers qui ont juste tout explosé. C'est fou. Les gars, encore une fois, je pense que c'est pas assez convaincant, les gars. Je pense que le truc qui choque le plus les gens derrière cette histoire-là, c'est, voilà, je pense en fait qu'ils souffrent d'un truc ultra simple qu'on sait tous. Ça s'appelle la jalousie. Aussi simple que ça, les gars, ça s'appelle la jalousie. Parce que ils n'ont pas... En fait, ils voient qu'il y a un autre mec qui a ce qu'ils n'ont pas. Qui a eu ce qu'ils n'ont pas eu. Qui a eu un peu comme tout leur cadeau de Noël. Qui ont eu, voilà, leur rêve d'en faire tout ça. Mais eux, ils ne l'ont pas eu. Du coup, ils vont chercher à se déchaîner et tout ça. Alors que, ça arrive, les gars. Il y a des mecs... Il y a des mecs qui gagnent au loto, ok. Lui, en plus, on va pas mesurer son coût au loto, vu que lui, encore une fois, je l'ai dit 10 000 fois ce soir, mais lui, il a allé chercher, mais alors vraiment. Il allait vraiment chercher Charles. Allez, les gars, on continue d'écouter la vidéo. Que j'aurais développé et tout, avec justement cette mythologie d'Agartha, etc. Inès, il avait l'idée déjà de sa maladie, de comment est-ce qu'il voudrait le développer et tout. On s'est rendu compte que les deux mondes, ils matchaient hyper bien. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'avancer ensemble. Tu l'annonces à ton entourage direct tu prends combien de temps entre le moment où il y a la réunion et le moment où tu démissionnes? 3 jours après, enfin, tu vois. Inès, il m'a dit, Charles, tu peux démissionner. Au vu de ce qui s'est passé avec l'éditeur précédent, alors t'as pas ce petit flip de te dire, est-ce qu'on va pas encore me la mettre à l'envers? Et tu sais quoi, je me disais, au pire. C'est exactement ce que je viens de me dire. Parce que, mine de rien, c'est quand même un risque énorme de tout lâcher pour vivre sa passion à fond. C'est un risque juste trop énormissime. Mais du coup, le gars, vu qu'il était déter, j'imagine qu'il s'est simplement jeté. Il s'est simplement jeté dans le truc. De toute façon, on l'écoute, les gars, on l'écoute. Je l'ai à l'envers. Mais je veux faire des mangas. S'il faut que j'arrête ce taf-là, et que même si ça... Mais en même temps, les gars, c'est sûr que derrière, il avait déjà une certitude énorme que ça allait marcher, mine de rien. Parce que le mec, on va pas se mentir, la popularité d'Inox a eu un impact majeur sur l'ascension de Instinct. Les gars, si demain, vous avez la même proposition d'un mec ultra connu qui vous propose de créer un manga, il y a de fortes chances que vous laissez tout tomber parce que il y a un petit peu cette certitude-là. Vu qu'il est ultra connu, il y a potentiellement ses fans, une grande partie de ses fans qui vont acheter l'œuvre et tout ça. Ce qui fait qu'il y a très peu de chances que ça foire. Pas si vous êtes vraiment mauvais de chez mauvais en matière de création. Il y a très peu de chances que ça foire. Je fais pas avec Inox. Dans tous les cas, il faut que j'en fasse un. C'est marrant parce que je crois que c'est Renaud Lemaire qui avait dit ça. Mais il avait dit, ce métier, il est tellement compliqué. Il faut le faire uniquement si tu peux pas être épanoui dans un autre métier. Quand il a dit ça, je me suis rendu compte que c'était vrai. Je pouvais pas être épanoui dans mon taf d'ingénieur d'affaires, alors que c'était peut-être un objectif pour certains, tu vois. Moi, ce que je voulais, c'était être mangaka. C'est fou. C'est fou. Donc là, la collaboration, elle va commencer. Ça va durer presque 2 ans avant que ça sorte. 1 an. C'est beau, les gars. Un an et demi. Ouais. Pour avoir échangé déjà un peu avec toi, Basile et Inès,
ce qui s'est passé, c'est qu'au début, c'était beaucoup d'échanges d'idées. Exactement. Ça lance des idées. Exactement. De création d'univers. En fait, moi, j'avais l'expérience de tous les mangas que j'avais fait de mon côté, des histoires que j'avais écrites, etc. Mais dans le format manga. Inès et Basile, ils avaient leurs idées, mais ils pouvaient pas le traduire en fait. Mais c'était difficile pour eux de le traduire et c'était justement un peu mon rôle là-dessus aussi. Et du coup, c'est là que Inès me parle de son idée des auras et de ce personnage qui peut voir les intentions des gens. Moi, j'avais l'idée de la trappeuse, où en gros, c'était le personnage de Luna, qui voyait les chagrins des gens tourner autour d'eux. Alors je dis, vous savez quoi, on enlève mon idée de chagrin, on met l'idée des auras. L'idée d'Agartha, je pense qu'elle peut bien se clipser. Là, Basile, c'est lui qui a eu l'idée des 5 sens, VS, le 6e, etc. Donc, on a créé en fait ensemble cet univers-là, vraiment avant même de se projeter sur le rythme scénaristique, etc. Donc c'était vraiment comment est-ce qu'on crée un univers, comment est-ce qu'on l'amène, etc. Et donc ça, c'est beaucoup d'échanges à 3 avec Inès et Basile, ouais. Ensuite vient la première, on va dire, grosse étape d'écriture qui va être... Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été un genre de document avec des dialogues, des plans, etc. Un peu comme on pourrait faire un scénario de film? Parce que je sais que typiquement Basile est réalisateur, donc tu vois, il connaît ces codes-là. Ou est-ce que c'était toi à l'inverse qui propose un storyboard sur lequel vous travaillez? Alors, la première étape, ça a été l'étape du script. Et le tout début du script, je me souviens, le premier chapitre, on l'a écrit avec Inès assez rapidement. En gros, on échangeait tous les deux et c'était d'abord, d'une manière générale, et ça vaut pour l'écriture d'instinct, la première étape est forcément orale. C'est nous qui dit, ok, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'on veut raconter? Qu'est-ce qui serait cool? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme rebondissement, etc. Et du coup, c'est vraiment oral de, ok, on va commencer par suivre Aki. Ah bah non, ce qui peut être plus intéressant que de suivre Aki au démarrage, c'est de suivre le terroriste qui va revenir plus tard. Et du coup, on peut commencer à amener cet antagoniste, l'homme au parapluie. Et du coup, c'est d'abord oral. Une fois que ces échanges-là d'idées sont faits, on commence à l'écrire. Je crois qu'à ce moment-là, c'était moi qui m'en étais chargé. Et là, on recheck un petit peu tout avec Inès, Basile, moi, etc. Les idées peuvent venir de chacun, mais pour qu'une idée soit validée, il faut... Un vrai travail d'équipe en somme. Un vrai travail d'équipe, voilà. Chacun est un petit peu à proposer sa chose sur la création du manga. Chacun a eu à proposer en fait sa touche. Un magnifique travail d'équipe. Mais les gars, ce truc ne convient pas toujours à tout le monde. Récemment, j'ai entendu Geronimo dire que lui, en fait, il avait Geronimo Sujido, le mangaka derrière Reaper. Lui, en bossant sur Lil Berry, son premier manga, il bossait en fait en collaboration avec un scénariste. Il s'appelait Fabien Dalmasso. Et puis, lui, il explique que ça s'est juste mal passé la collaboration et que depuis cette collaboration avec Fabien, le mec, il a été celui qui ne pouvait plus jamais faire de collaboration avec une autre personne pour créer un manga. Bon, voilà ça. Le truc, c'est que c'est cool. Quand ça marche, c'est cool vu que quand tu es voilà, synchronisé avec une autre personne sur la création d'une œuvre, c'est cool parce que ça va plus vite. Chacun reste focus sur sa tâche. Genre, moi, je fais le dessin, toi, tu fais le scénario. Et c'est un petit peu le truc qui s'est passé aussi avec Death Note. Death Note, mesdames et messieurs, nous sommes face à un dessinateur hors pair et un scénariste hors pair. En fait, si les deux, si genre Takeshi Obata, si le mec il devait s'occuper du scénario, du dessin, il ne devait pas être aussi bon en dessin que ça, vu qu'il devait avoir 2 tâches à gérer. Du coup, vu qu'il y avait une autre personne qui s'occupait du scénario, lui, il a eu le temps, le plein temps de devenir un artiste, un dessinateur exceptionnel. Et ça l'a catapulté, mais alors très très haut. En fait, les collaborations sont cool quand ça marche, c'est vraiment cool. Ça peut vous amener ultra loin, mais il n'y a pas tout le monde qui est... En fait, tout le monde n'est pas... En fait, il y a des mecs qui sont juste pas faits pour les collabs et tout ça. Il y a des mecs chez qui ça ne marche juste pas. Qui ne sont pas faits, en fait, pour bosser en équipe. Bah, bosser en équipe, je veux dire avoir une autre personne qui bosse sur l'œuvre en même temps que toi. Parce que avoir une personne qui coécrit, bref, un co-auteur, c'est différent d'avoir des assistants. Des assistants, tout le monde peut les avoir vu que tu vas juste en fait leur dicter comment ça marche, les règles de l'univers, ce qu'ils doivent dessiner, comment ils doivent le dessiner, tout ça. Mais lorsque tu es un co-auteur, tu es une personne qui apporte une autre vision et tout ça. Du coup, il y a des fois, c'est compliqué, les gars. Du coup, il y a des fois, c'est compliqué. Bon, là, je pense que, les gars, je vais faire une petite pause. Je vais aller prendre un verre d'eau bien frais, les gars. Avant qu'on ne continue, les gars, je reviens tout de suite. Mais alors, tout de suite.
Ok, bon, ok. Je pense que durant les prochains lives, je pense que les gars, je vais devoir me munir en fait d'une bouteille d'eau à proximité pour à chaque fois pouvoir m'hydrater, les gars. C'est super important. Là, ça va un petit peu éviter les déplacements et tout ça. Ok, on reprend la vidéo. Faut qu'elle soit validée par les trois. Ok. Et du coup, c'est comme ça que on a avancé l'écriture ensemble. Et pour que ça soit possible, toi, Mm. tu changes aussi d'environnement, puisque tu passes Ah, de mais chez oui. toi. Mais oui. Tu passes à cette salle, là Mais où oui. on est aujourd'hui. Oui, exactement. Et en gros, Inès, il disait qu'il allait, dans tous les cas, vouloir être très présent sur le manga, à la fois sur l'écriture, mais également sur les retours de dessin. Mm. Et du coup, il m'a pris ce petit bocal qu'il y a dans son studio, où justement, ils sont juste à côté, là. Et tous les jours, on parle d'instinct, des prochaines idées. Quand j'ai un chara-design, je leur montre. Ouais. Quand j'ai une idée de l'histoire, je leur montre, etc. Et c'est vraiment... en fait, cette proximité qui nous permet, Avantage de fou. avantage de fou, qui permet à Instinct d'être aussi organique, tu vois. Parce que tu vois, il y a d'autres personnes qui collaborent avec un illustrateur, dessinateur. On peut par exemple prendre Chef Otaku, son illustratrice pour Arena, elle habite, je sais plus où, mais Ouais, en Asie, ouais. je crois. Donc, Ouais, je sais pas comment ça s'est passé avec Digito sur Isekaira, mais ouais, je sais qu'il y a pas cette proximité qu'il y a avec Inès et moi, tu vois. bah, c'est Super intéressant. Super intéressant le sujet d'où il aborde la proximité entre deux côtés en fait. Lorsque tu vas bosser avec un mec, la proximité qu'il va y avoir entre vous deux. Je pense que le sujet il est super intéressant les gars. Parce que un mec qui va être voilà pas très loin de chez toi, un gars chez qui tu vas pouvoir te rendre, où vous allez pouvoir échanger pour de vrai, genre face à face, plusieurs fois. Ça va faire une différence énorme comparé à un gars que tu vas juste l'avoir tous les jours au téléphone et tout, c'est tout ça. Déjà, déjà les échanges ils vont être plus fluides, plus naturels. Et du coup, il y aura ce côté plus humain, les gars. Il y aura ce côté plus humain. Et ça va aller également plus vite. Vu que tu as une idée à transmettre, c'est genre instantané et tout, c'est tout ça. Ça doit faire une grosse différence, les gars. De bosser comme ça avec quelqu'un qui n'est pas très loin de toi, voilà. Ça doit faire une très très grosse différence d'ailleurs. ça, c'est qu'il y a un échange qui peut se faire en spontané. Ouais, Et même toi, tu finis de lui montrer un truc, un dessin sur lequel t'hésites ou quoi que ce soit, tu peux directement avoir un retour direct. Ouais. T'es pas en mode faut que je lui envoie un mail, faut que Ouais. j'attende qu'il me fasse le retour. Et puis même t'as cette possibilité de rebondir, enfin du discours direct ouais. quoi. C'est Il y avait plus simple. des idées. Inès, il avait des idées dans la douche le matin. On se voyait une heure après, il m'en parlait. Ça marchait pas. Ouais, Des fois, c'était la vice versa. petite anecdote qui m'avait fait rire, Ouais, c'est celle où t'es chez justement Inès en Ouais. train de faire de la muscu. ouais. Pour la Ouais. première fois, Ouais. t'es t'es Ouais. sur un banc. Mais les gens qui le connaissent pas s'en rendent pas tellement compte. Mais le mec, il est quand même un peu hyperactif, tu vois. Ouais. Et du coup, on était en train de faire de la muscu ensemble et on était en train de parler du scénario ensemble. Et vraiment, j'étais en train de faire de mon mieux au développé couché pendant que lui, il me parlait de comment Aki et Luna vont interagir. T'étais bref. en train de mourir sous Ah la ouais, barre. ouais, non mais pour travailler avec Inès, il faut quand même s'accrocher parce que Ok. ça va vite. Ça, c'est l'écriture qui se passe. Donc, il y a le scénario Complètement. qui est fait, etc. Le script, ouais. Le script qui est fait, ça va storyboarder. Tu fais Ok. tout le storyboard d'un coup. Oui, et là c'est moi qui storyboard, donc vraiment Ok. la partie script, on l'écrit ensemble. Ok. Le storyboard c'est plutôt moi qui m'en occupe parce que toute justement cette gestion du rythme, de composition, Bah, des c'est un pages. langage que toi tu connais et que eux ont pas forcément. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il y aura toujours un peu mes storyboards en première étape comme V1 et après on rechallenge Mhm. ensemble les dialogues, la composition, etc. Mais il faut que je fasse un peu cette Et V1. tu storyboardes tout le tome ou tu vas chapitre par chapitre Je storyboard tout le tome. d'un Parce coup que Ok. en fait on écrit déjà par tome Mm. parce qu'on veut vraiment avoir justement que les lecteurs ont à manger sur leur tome, tu Ouais. vois, avec le plot twist de fin. Donc comment est-ce que s'il y a un payoff de fin, où est-ce qu'on met le pay-in de démarrage pour rendre le truc avec un Ouais. bon rebondissement, etc. Et tu vois, sur le livre, il y a un quatrième nom qui est mentionné, c'est celui de Tony. Donc, Oui. Tony, c'est pour ceux qui, moi, je pense que si vous écoutez le podcast, vous connaissez, mais Ouais. c'est un des plus gros mangaka français. Ouais. À quelle étape il intervient Alors, lui Tony intervient après les grosses étapes, donc il intervient. On parle de Tony Valent, l'auteur de Radiant. Genre, même lui, il a eu sa touche sur le truc. De toute façon, on va écouter ce qu'il va nous dire, Charles, mais pour le coup, là nous sommes présentement à combien? À 4 auteurs déjà. 4 auteurs sur l'œuvre.
après le script, après le storyboard, et en plus de ça, il m'a aidé à la fin de certains dessins Ok. pour comment je pouvais m'améliorer en termes de dessin sur le chapitre d'après. Toi, tu devais être trop content. Mais moi, je suis trop content. Moi, de tout ce qui se passe, je suis trop content. Tu vois, Bah oui. moi, ce que je voulais, c'était devenir mangaka. Tu vois, mangaka en France, c'est galère. Tout comme auteur de BD, tu vois, il y a la moitié C'est des auteurs de précaire, BD qui a des conditions précaires, etc. Moi, c'est pas le cas. Moi, j'ai la chance de pouvoir écrire et dessiner quelque chose avec mes copains et qu'ensuite on soit lu. J'ai rencontré un mec qui est connu, qui s'appelle Michel Oslo, qui a fait Kirikou. Ah Et- oui, bah oui, Et oui. il m'a dit, Et Prince et Princesse. exactement, il y a bien un truc qui est fort, Ouais, c'est, il dit, avant d'avoir connu le succès avec Kirikou, oui, je ne pouvais pas pratiquer mon métier. oui. Tu vois, en mode, il essayait, Ouais, il faisait de l'animation, il faisait des choses comme ça, mais il pratiquait pas son métier, dans le sens où il avait des contraintes, ouais, que ce soit financières ou autres, alors qu'avec Kirikou, il a pu pratiquer son métier. ouais. J'ai l'impression que toi, avec Instinct, c'est un peu pareil. Tu vois, tu peux pratiquer le manga, tu vois. Écoute, je vois. Là, je suis pas sûr de tout bien capter le truc de pratiquer, pas pratiquer. Là, je suis pas sûr d'avoir tout bien capté, les gars. C'est chelou, son truc, là. Sauf si c'est moi qui capte pas. Sauf si c'est moi qui suis juste con. Ce que tu veux dire. C'est quand même assez différent un manga puisque je trouve que de toutes les passions, c'est celle qui a le moins de coûts. Ouais. Tu vois, il te suffit de papier et d'un peu d'encre et tu peux dessiner ton premier manga. Alors c'est sûr que pour l'avoir dans des conditions professionnelles, il Voilà, faut c'est ça. un bon scanner. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux le faire sans le Ah ouais, ça c'est beau, les gars. Et ça c'est beau. Et ça c'est, voilà. Ça, le métier là doit avoir plein de points négatifs, mais voilà. Il y a aussi pas mal de points positifs, notamment. euh, Tu peux satisfaire ta passion sans grand coup, les gars. Imaginez par exemple un mec que sa passion c'est le parachute. Sa passion c'est genre se jeter en parachute et tout ça. Les gars, ça exige des... Genre pour pouvoir en fait vivre sa passion, les coûts que le mec doit mettre en place sont voilà plus ou moins conséquents, mais toi dessinateur, toi scénariste, toi qui veux faire mangaka, tu n'as qu'à prendre une feuille et un crayon, voilà, ça te prend même pas 1 euro, les gars, ça te prend même pas 1 euro, et tu peux potentiellement rentrer dans le truc et commencer à taffer, à vivre le truc à fond. Voilà, c'est cool, ça n'a pas de grand coup en fait. C'est surtout ça le truc, ça n'a pas de grand coup. Bon, les gars, on continue d'écouter, on continue simplement d'écouter la vidéo. souci du reste. Ouais, ça c'est vrai. Et ça c'est uniquement grâce à Inox. Ouais. Donc vraiment, je le remercie pour ça. Et puis maintenant c'est vraiment quelque chose qu'on écrit entre copains. Tu vois, Ouais. maintenant on est devenus tellement proches. On s'est fait une raclette ensemble la semaine dernière. On parlait du tome 2. Enfin, tu vois. Ouais. Ah, c'est trop cool. Donc tu sais, Tony, il intervenait sur Oui. les différentes étapes. J'ai digressé un peu. Ouais, non, mais c'est normal, c'est le principe aussi. Toi, c'est la première fois que tu entamais un projet aussi long parce que tu avais fait des one-shots, du coup, tu connaissais sur la structure d'une œuvre courte. Là, on est quand même sur, c'est signé pour 3 tomes, je crois, à la base chez Michel Lafon. Donc une histoire forcément plus longue, ça fait 600 pages au lieu de peut-être 30 ou 50 pour les plus gros concours. Tu sens la différence en termes de... Tu vois, genre, parce que tu peux tout donner sur 30 pages. Ouais. Tout donner sur 200 pages, je pense que c'est un effort différent. tu vois. Je sens la différence, donc pas en termes narratifs, Ok. puisque avant même qu'on commence à écrire Instinct, on avait déjà réfléchi à quelques mécaniques qui pourraient se dérouler sur plusieurs tomes pour avoir déjà des plot twists si jamais Instinct peut continuer, tu vois, tome 4, etc. Donc pour l'instant, en termes d'écriture, je vois pas énormément la différence. Ok. C'est en termes de dessin. Ah ouais. Tu vois, quand je compare avec mon métier d'ingénieur d'affaires, s'il y avait un jour où j'étais fatigué, bon, j'étais fatigué, ça se voyait Ouais. plus. Tu vois, une semaine après, tout le monde l'avait oublié, etc. Là, si un jour je suis fatigué et qu'il y a un dessin qui est un peu moins bon que les autres ou une... Ah ouais, ça c'est vrai, les gars, ça c'est totalement vrai. Quand tu as fait le truc, quand tu as tracé, quand tu as ancré tes planches, c'est... Voilà. Quand c'est raté, c'est raté. Tu dois juste le refaire, il n'y a pas de... Ça passe un peu et tout ça, non. Quand tu... Voilà. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. C'est un petit peu le truc avec les dessins de manga, les gars. Là, ils sont en train d'aborder un sujet qui est vraiment intéressant pour le coup. planche qui est un peu moins haut niveau que les autres. Elle est gravée dans le marbre, elle est sur le papier, elle est noir sur blanc et elle est vue par toute la communauté d'Inox, tu vois. Donc c'est vrai que bah, c'est un fonctionnement un peu différent, mais c'est là-dessus que tu te rends compte que vraiment faire un manga, c'est plus un marathon qu'un sprint. Ouais.
Ouais, il faut être hyper régulier, Ouais. hyper constant. Parce qu'en plus, ça, les gens pardonnent pas. Peut-être Dès aussi, que, prenons l'exemple, hein, mais imagine, tu prends Dragon Ball Super, l'animé. Oui. Les quelques frames qui étaient un peu border sur Ouais. le début des épisodes, elles sont ressorties combien de fois en même, tu vois. C'est vrai. C'est Donc, vrai. Ça, c'est fou, les gars. Ça, c'est fou, les gars. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas dans le milieu du manga, les gars. Ça pardonne pas. Les petites fautes comme ça, c'est... Les gens vont... En fait, ils vont tellement insister dessus. Là, on prend... Comme il a pris un exemple juste parfait. Dragon Ball Super, les premiers épisodes, niveau d'essai, il y a eu des scènes où c'était éclaté. Et c'est pas genre toutes les scènes, les gars. C'est genre, comme il a dit, littéralement quelques frames. Bref, les images, quelques images, intervalles d'images en fait. Et puis il y a des mecs qui ont repris ça. Et encore, et encore. Ils ont fait des mèmes qui ont explosé sur Internet. Le même truc s'est passé avec Seven Deadly Sins quand c'est passé de son studio de base à un autre studio. Je ne me rappelle plus trop du nom du studio. L'animation, les gars, ça a totalement changé. Les gens reprochaient en fait d'être éclatés et puis ça inondait juste les réseaux sociaux. C'est fou comme ça pardonne pas dans le métier de mangaka. Bref, dans tout ce qui concerne la Jap animation, que ce soit manga ou même jeux vidéo, les gars. Ces trucs-là, c'est... En fait, des trucs... Ces trucs-là, comme ces trucs, ça pardonne pas facilement. c'est souvent ça pardonne ouais. pas trop. Donc là, tu pars pour 1 an de dessin. Une fois que le storyboard est fait, validé. On a fait les storyboards en 3 mois et on les a validés le 1er janvier 2023. 1er janvier 2023, ok. Après, il m'a fallu 6 mois de dessin. 2024 ou 2023? 2024, pardon. Ouais, 1er parce que janvier- sinon, ouais, on putain, reviendra. heureusement qu'on est à 2 sur les dates parce que sinon on n'y arriverait Ouais. pas. Donc bref, 1er janvier 2024, je prends la plume et je commence à dessiner. Là, j'en ai pour 6 mois de dessin. Et l'avantage du dessin, c'est que il y avait certaines étapes qui pouvaient se faire pendant qu'Inox était à l'Everest, tu vois. Ouais, donc c'est ça. on se faisait des D'où la calls. fameuse vidéo On qui se tourne faisait à des calls balle. à l'Everest, Ouais. ok, le chapitre 1, ça donne ça, etc. Et là, du coup, je dessine pendant 6 mois. Après, il y a 1 mois de relecture, réassemblage, etc. Certains dessins qu'on a refaits et tout, tu vois. Et puis après, c'est envoyé à l'éditeur. L'éditeur qui avait besoin de pas mal de temps entre le BAT et le moment où ça s'est retrouvé. Toi, t'es sur du 9 heures par page? Ce que tu Moi, dis je dans suis... la Alors, au vidéo de tout début Popcorn. du tome, j'étais sur du 9 heures par page. Maintenant, je pense que je vais un poil plus vite. Je dois être passé à 6 ou 7. Oui, parce que les d'autres auteurs que j'ai pu avoir. Ouah, les gars, 9 heures par planche, c'est fou. Après, ça dépend aussi de la quantité de travail qu'il va ajouter sur une planche de dessin. Mais 9 heures par planche, c'est quand même chaud, les gars. C'est quand même vraiment chaud. Ouf de chez ouf. En estimant que le mec bosse, on m'a dit 9 heures par jour. Ça veut dire le mec qui produit genre une planche par jour. Ok, je dis pas qu'il bosse 9 heures par jour, c'est juste une estimation. Mais après, il dit quand même, après, il dit que ça a diminué. Maintenant, il est quitté de 9 à 6. C'est intéressant. Voir dans le podcast, essaye d'avoir ce rythme de 2 pages par jour ou tu vois. Ouais. Mon objectif, ce serait 10 pages semaine. 10 pages semaine de dessin et après de garder le week-end uniquement pour qu'on écrive le tome d'après avec Inès et Basile. En fait, te libérer un peu la main, enfin, en gros, dessiner la... Voilà, me libérer un petit peu d'espace de dessin pour m'en permettre un petit peu plus sur... Puis parce qu'aujourd'hui, t'es en 7 sur 7 7 sur 7, ah ouais. 7 sur 7, mais... Les gars, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire combien de tests que vous passez sur une planche à dessiner. N'hésitez pas à me dire ça dans les coms, les gars. Je pense que si j'avais plus de temps, je travaillerais quand même. Okay. Je sens que j'ai un peu... Genre quand je m'occupe pas d'instinct, quand je propose pas des trucs à Inès Basile ou que je dessine pas, je sens que c'est pas une journée productive, ça me stresse un peu, tu vois. Donc tu fais ça. Ouais. Le tome est fini du coup en juin, juillet, un truc comme ça. Ça part, c'est envoyé à Michel Lafon. En novembre, le tome est annoncé. Et là, campagne de marketing de zinzin, bon démarrage, tout ça, enfin c'est top. Content. Très content. T'as le tome entre les mains. Ah ouais. Tu sais quand est-ce que je l'ai vu? Bah dis-moi. Je l'ai vu au Japon quand on est allé faire le tournage d'annonce. Okay. Et ils avaient tous les tomes dans le sac, ils me l'ont pas montré direct. Tu savais pas que non, j'avais pas.
J'avais pas pensé à ça. Et du coup, c'est Inox et Basile qui me le montrent en direct au Japon. Et je vois le petit bébé entre mes mains Ah, et tu es tout. trop content. J'étais très content. Et moi, j'avais une question parce que vous êtes plusieurs à être intervenus sur ce manga. On a déjà cité Basile, Inox. Ah, mais les gars, ce qu'ils ont fait avec ce manga, c'est fou. Les mecs, ils ont littéralement sorti une bande-annonce mode animé juste pour... Bah, on va pas dire juste, ok, pour un manga. C'est fou, les gars. En fait, il y a plein de gens qui se sont dit, attends, c'est quoi, genre, le mec qui va faire un animé comme ça. Alors que c'était juste pour un manga. C'était pour un manga, les gars. Ils ont sorti une annonce animée et de ouf. Niveau d'animation incroyable. Après, il y a de quoi aussi le démarrage d'Insta, c'était juste trop mortel. 80, on est sur quoi? 83 000 exemplaires par semaine. La première semaine. Je pense qu'on est sur plus de 80 000 exemplaires en tout cas. La première semaine. Ce qui était juste légendaire. Ça a retourné le game, les gars. Ça a retourné le game. Toi, Tony, etc. Ouais. Et pour la couverture, Oui. moi c'est une question, je trouve elle est trop cool, Ouais. mais pourquoi est-ce que c'est pas toi qui t'en es occupé? Alors, c'est pas moi parce que Inès avait cette envie un peu de peinture à l'huile, Ouais. style très précis, qui est un style que moi j'ai pas. Moi, mon style, il est très manga. Et c'est vrai que la vision de ce qu'il avait graphiquement se prêtait très bien à l'histoire qu'on voulait raconter avec les auras, etc. Et c'est pour ça que il a fait appel à différents illustrateurs, Ok. notamment ce mec qui s'appelle Charlie Prado, qui est hyper fort, qui fait des colos de dingue, et c'est lui qui s'est chargé de la couverture. Ok. Voilà. Moi, j'ai dessiné une version dans mon coin parce que je voulais voir ce qu'elle aurait donné en mode manga. Je l'ai gardé pour moi. Ok, Mais, ok. Et comme on disait tout à l'heure, toi tu peux ne pas te soucier de la partie communication. oui. Est-ce que tu as C'est quand même été impliqué dans cette partie-là où tu étais un peu distant de tous les... Bah, j'avais vu qu'il allait avoir des trucs avec Célio et tout. Bah, en fait, ça se fait au studio. On en parle tous ensemble. Je suis autour de la table, tu vois. Mais, T'essayes que ça t'encombre pas trop. ouais, je suis plus sur focus. Ok. Je suis un peu un geek, hein. Je suis focus sur, ok, là, les dessins, il faut que je fasse ça. La composition, il faut que je fasse ça. Ok, peut-être pour le storytelling, on pourrait faire comme si. Mais Ok, tu je vois, J'ai oublié une question tout à l'heure qui Ouais. m'intéressait. oui. C'est, je t'avais déjà demandé ce que tes parents avaient bah, commenté ton envie de devenir mangaka, Mhm. mais qu'est-ce qu'ils ont dit quand t'as annoncé que c'était avec un inox? Écoute, mes parents ils sont complètement déconnectés de YouTube, donc ils connaissent pas du tout, et ouais. en plus au quotidien, j'avais dû leur dire Inoxtag une fois au début, et après Inès on est devenu tellement proche que je l'appelais par son prénom, Inès, etc. Ouais. Et du coup, mes parents ils avaient pas trop capté qui c'était, et je suis allé à l'avant-première de Kaizen avec mon père, tu Mhm. vois. Et c'est quand mon père a vu Kaizen au Grand Rex qu'il s'est dit Ah, ok. ah ouais, le bordel que c'est quand même. Et c'était là, t'as les Sherpas qui arrivent. Là, même quelqu'un qui est pas du milieu, mon père qui est à la retraite et tout, tu peux voir Ils quand même réalisent que c'est quand même- l'ampleur que ça ouais, peut que c'est un avoir. nouveau média, que c'est quelque chose de fort, tu vois. Et toi, t'en as parlé bien évidemment à tes parents, mais Oui. pour la plupart des gens, tu l'as gardé pour toi. Oui. C'était chaud ça? C'était. Parce qu'en vrai, tu sais, genre, je sais pas, t'as envie d'en parler quand même. Eh ben, ce que tu alors, fais. c'est vrai, j'en ai parlé à mes plus proches amis, mais tu sais, parfois, j'étais tellement pris sur le travail pour instinct Tu voulais pas grand monde. Non, mais je me posais pas trop de questions Ouais, je par vois. rapport à la suite, par rapport à qui je devais en parler. Je voulais juste bien faire mon Ouais. boulot, tu vois. Ok. Et une fois que mon boulot de dessin de tome 1 sera bien fait, c'est comment l'écriture du tome 2 sera bien faite avec, tu Clairement. vois. Et moi, j'ai une question par rapport à ce premier manga. Qu'est-ce que t'as appris à travers Instinct? Tu vois, genre, je te parle en termes d'apport, en termes purement manga. Parce qu'il y a une ouais. évolution de ouf hein, dans le tome. Ouais, Entre ouais. le chapitre 1 et le chapitre 4, je te l'ai déjà dit, mais je trouve qu'il y a une évolution de zinzin. Donc, toi, qu'est-ce que... Ouais, et ça, c'est un truc qu'on va juste remarquer chez la plupart des nouveaux auteurs. Durant les premiers tomes, en fait, de leur premier manga qu'ils publient. Et ça, c'est un truc, les gars, je vous mets au défi, testez ça, c'est genre, littéralement, chez tout le monde. Les premiers tomes des premiers mangas, en fait, qu'ils vont publier, généralement, le level dessin, la variation du niveau des dessins va juste être ouf. Au tout départ, ça va être, voilà, c'est pas mal, c'est cool. Mais les gars, ça change totalement. Contrairement aux auteurs qui sont dans le game depuis très très longtemps. Voilà, l'évolution n'est pas... C'est pas... Ça se remarque pas aussi vite. Ça se remarque pas... Bref, il n'y a pas ce changement-là. Mais je me dis que c'est probablement dû à un changement de rythme, les gars. Parce que là, on quitte de ce que tu faisais par passion à ton métier, quoi. Vu qu'au tout départ, tu quittes d'un stade où tu dessinais peut-être, voilà, 4 heures par jour, 5 heures pour le plaisir, pour le kiff et tout ça.
un stade où tu dois dessiner des 9 heures, 8 heures par jour. Du coup, la marge de progression, j'imagine au départ, elle est juste exponentielle. Ok, à un niveau ça stagne, mais c'est juste trop ouf. Littéralement, c'est sur tous les mangas, les gars. Tous les premiers mangas publiés de n'importe quel auteur. Vous prenez juste le début du tome et la fin du tome. La différence au niveau des cinq, c'est fou. À chaque fois, c'est comme ça. C'est un truc pour le coup que je vous invite à tester, les gars. Je suis plus ou moins confiant sur ce truc-là, vu que je l'ai déjà vu plusieurs fois et tout ça. Écoute, j'ai appris comme à chaque manga, tu vois, encore une fois, il n'y a pas de grande différence entre Instinct et les one-shots que je faisais auparavant. C'est juste que bah, je suis à chaque fois un petit peu plus exigeant sur quelque chose. Une fois que je maîtrise un nouveau code, bah, sur quoi je vais me challenger pour continuer à apprendre sur le reste. Donc, avec Instinct, j'ai appris sur tout. Mais que ce soit à la fois écriture ou en termes de dessin, mais c'est que des trucs qui avaient un peu là à la base. Et j'ai level up, en fait, tu vois. J'ai pas une nouvelle compétence, j'ai les mêmes compétences, mais j'ai level up. Ok, je vois. Et justement, si tu devais faire une autocritique du manga, comment tu te positionnerais? Parce qu'en général, quand on s'améliore, parce qu'il y a aussi ce truc que finalement, à l'échelle d'une vie, le dessin, c'est pas... 7 ans, c'est quand même conséquent, mais c'est pas non plus... comme si tu faisais ça depuis tout petit. Ça veut dire que tu as beaucoup progressé en peu de temps. C'est vrai. Surtout à dessiner encore plus 9 heures par jour, quand ça devient ton métier et que tu pratiques encore plus, tu progresses encore plus. Ton œil devient plus critique aussi. Exactement de quoi je parlais tout à l'heure. Exactement de quoi je parlais tout à l'heure, les gars. C'est vrai. Est-ce que tu as remarqué des trucs Alors évidemment, il y a des choses que j'avais remarquées, que j'avais pas eu le temps de refaire, etc. Mais tu vois, avec tout ce qui se passe, avec Instinct, avec le fait de pouvoir moi vivre des mangas et tout, je m'étais souvent posé la question comment est-ce que je rends ça à Inox et Basile, qui m'ont permis de réaliser ce métier-là, avec qui on a avancé ensemble, etc. Et je me suis longtemps posé la question. Et en fait, c'est Mathieu qui m'a répondu. Il m'a dit, mais Charles, fais de ton mieux pour la suite, tu vois. Alors, je vois les erreurs d'Instinct. Comment faire pour les améliorer pour la suite? Et ben, le tome 2, il sera mieux que le tome 1. Je vais continuer à améliorer. T'es confiant là-dessus? Je vais tout faire pour, tu vois. Et je continue à m'interroger pour que le tome 2 soit meilleur que le tome 1, pour que s'il y a un tome 3, pour qu'il soit meilleur que le tome 2. Tous les auteurs de BD ont leur premier album. Moi, c'est Instinct. C'est peut-être le tome de ma vie qui sera le plus consulté. C'est ce que tu m'as dit. Ça, c'est fou. De toute ma carrière, c'est probablement mon premier album qui sera le plus lu. Maintenant, il y a des choses dont je suis fier. Il y a des choses qui auraient peut-être pu être améliorées. Mais maintenant, il faut se concentrer sur comment tu fais mieux pour la suite. Clairement. Tu vois. Toi, ça a aussi été un changement de manière de vivre aussi, en termes de visibilité. On peut parler par exemple de ton compte Instagram qui a complètement explosé sur peu de temps. Alors, c'était sorti du jeudi, je crois, le dimanche, t'étais déjà en dédicace. Oui, à la Fnac de Beaugrenelle. Oh là là là. Parce que on voyait les stories. Ça a l'air d'être un rythme c'est vrai que c'est quelque chose compliqué. de nouveau. Moi, encore une fois, j'étais un geek qui dessinait des mangas dans sa chambre au fond de la classe ou le soir après mon boulot. J'étais méconnu. Et maintenant, d'un coup, il y a peut-être un peu plus de lumière sur moi grâce à Instinct et évidemment grâce à Inox. C'est beaucoup de changements. Et c'était comment cette première expérience de dédicace? C'était génial parce que je peux voir mes lecteurs, parce que il y a des gens qui peuvent me faire leur retour. Il y a des gens que je ne connais pas qui m'envoient de l'amour par message privé. Il y a des gens que je ne connais pas qui m'envoient des insultes par message privé aussi. C'est quelque chose de complètement nouveau pour moi. C'était assez perturbant les premiers jours. Et maintenant, comment est-ce que tu fais mieux pour la suite? Parce que tu vois, c'était une dédicace où il y avait beaucoup de monde. Oui. Tu vois, t'as pas forcément un temps d'échange, comment dire? J'ai pas un échange très profond, tu vois. Profond avec c'est assez rapide. Par contre, à l'inverse, t'as fait une dédicace plus tranquille, je pense, à le salon dans le 17e, par exemple. Ah ouais, putain, tu connais tous les bails. Écoute, ah ouais, t'es au courant. Je connais un peu. Noël est très gentil, du coup, je vois un peu ce qui se passe c'est un salon. C'est un bon gars de ouf. Donc Noël, c'est celui qui gère la librairie, donc Bulle de Salon. C'était comment ça? C'était une expérience plus classique, entre guillemets. C'était une expérience classique. Moi, j'ai trouvé ça trop stylé parce que la dernière fois que j'étais venu à Bulle de Salon, c'était moi en tant que fan. Et j'étais allé voir le tome 1 de Johan Agnew, Johan Fournier. Silence. De tome 1 de Silence. Et j'avais croisé Toan dans la queue, enfin, tu vois. Donc, c'était une petite fierté personnelle. Ah, les gars, mais c'est fou. C'est fou la manière que le manga français est en train de se développer, les gars. Là, nous sommes... Bref, en fait, il y a tellement... Ça a tellement changé en quelques années.
Bref, depuis le début, ça stagnait, ça stagnait, ça stagnait. Mais là, depuis un certain temps, il y a vraiment énormément de mecs qui proposent du contenu, qui proposent des trucs intéressants. C'est fou comme ça change, les gars. Ça a vraiment changé de malade mental. Et ça va potentiellement encore s'améliorer dans les années à venir. Ça va potentiellement encore s'améliorer dans les années à venir. C'est incroyable, les gars, c'est incroyable. Après, je comprends aussi l'enthousiasme de beaucoup d'aspirants mangaka africains à vouloir aller en France, vu que c'est, à part le Japon, c'est un petit peu c'est le deuxième pays le plus consommateur, ça on le sait tous. Et potentiellement le pays, voilà, où tu as le plus de chances de percer après le Japon, bien sûr. Je dis ça, en même temps, je me dis, au Japon, en fait, ça, là, je dis, genre, au Japon, tu as plus de chance. En fait, je dirais pas ça comme ça. C'est plus genre, au Japon, si ça marche, si ton œuvre marche, ça marche vraiment, quoi. Ça explose pour de vrai. Mais en France, je pense qu'en France, il y a plus de chances de te faire remarquer. Parce que nous sommes encore sur un marché en pleine croissance et tout ça. Au Japon, pouah, c'est la foule. En fait, c'est une foule immense. Pour se faire remarquer, c'est dur, mais pour le coup, c'est genre, les probabilités en fait sont différentes. Voilà. Une série qui marche en France, une série qui marche au Japon, les gars, c'est le jour et la nuit. Au Japon, bien sûr, il y a plus de demandes, ce qui fait que, voilà, tu as plus de chances de te faire, de vendre et tout ça. Du coup, tu as juste plus de chances. Mais par contre, en France, il y a pas. Mais par contre, au Japon, il y a une concurrence de fou malade. Du coup, c'est dur de sortir du lot. C'est dur de sortir du lot, les gars. C'est un petit peu la big difference entre les deux. C'est un petit peu la big difference. Que d'être venu en tant que fan et que maintenant d'être là en tant qu'auteur qui dédicace. Non, c'était très sympa, hein. Et ça, pas trop l'impression de faire les dédicaces dessins, etc. Non, ça va, ça va. T'es à l'aise? Bah, je m'étais fait un peu d'entraînement auparavant. Ah ouais? Ouais, j'avais fait des dessins à main levée déjà un peu avant et tout parce que j'étais impressionné de comment Tony y arrivait, comment Jiro y arrive très C'est facilement qu'ils vont aussi. très donc, vite, etc. exactement. Ouais. Tu vois, Renault, combien de personnes il fait en une après-midi, c'est... Renaud, il a presque bientôt 20 ans de métier, tu vois. Ouais, donc, c'est ça. ouais. Non, mais c'est... Puis, toi, t'as quand même cet avantage de dessiner en traditionnel. Oui, c'est vrai. Et oui, ça j'ai fait pas à que... me Parce que quand tu réhabituer. passes du digital à faire des dédicaces papier, des fois... Oui, waouh, oui, j'imagine. Tu sais, Anemine, je sais qu'au début, ils étaient que digital. Quand ils ont fait les premiers dédicaces, il y avait un Ouais. petit temps d'adaptation au début. Ah ouais. Mais ok, trop cool. On parlait un peu de la sortie. Ah ouais, forcément. Forcément, vu que c'est plus le même format. Déjà, même la sensation va être différente. La sensation de quitter de ton stylo de tablette qui glisse, voilà, super facilement à un crayon ou un line qui accroche sur la feuille. La sensation, déjà, ça doit faire plus ou moins, ça doit être étrange. C'est un peu comme la première fois où tu dessines à la plume. Il y a tout ce truc-là voilà, là, c'est pas, voilà, c'est, côté ergonomique, c'est pas trop ça. Au départ, c'est pas trop ça. Forcément, toi, tu as eu cette exposition à titre personnel parce que Inox, parce qu'il a une communauté de zinzin qui est hyper engagée, etc. Il y a quand même un truc que vous m'aviez dit, c'est on s'attendait pas qu'il y ait autant de personnes qui soient intéressées, etc. Mais quand on regarde sur le site, ou je sais plus sur quelle interview, Michel Lafon avait dit quand même avoir imprimé 400 000 exemplaires. Ouais. C'est beaucoup, 400 000. Ouais, c'était pas leur premier tirage. Leur premier tirage, il était de 80 000. Ok. What? 400 000 copies? Non, mais les gars, ils ont abusé quand même, ils ont abusé. Ils ont abusé pour de vrai. Genre, les attentes commerciales étaient ouf de chez ouf. 400 000 copies, les gars, c'est fou. 400 000 copies. Là, ils comptaient bien exploiter la popularité d'Inox, les mecs de Michel Lafon. Ils comptaient bien l'exploiter, les gars. Ils voulaient pas être en... En fait, ils avaient de hautes ambitions, apparemment. De très grandes ambitions. Mais sur le site des précommandes, je crois que c'est parti assez vite. Ouais. Et c'est là qu'ils se sont dit... C'est parce que les précommandes ont eu c'est parce que les précommandes ont eu du succès qu'ils ont décidé d'en réimprimer plus, ouais. Okay. Comme tu l'as dit tout à l'heure, alors je sais pas si c'est un sujet avec lequel... Ah, je vois. Vu qu'il y a eu plein de précommandes, les mecs se sont dit potentiel commercial de fou. Faut pas au moment où ça arrive dans les librairies, il y a un manque, voilà.
il y a des demandes mais pas d'offres. Du coup, ils ont imprimé 400 000, mais mon Dieu, c'est fou. C'est fou le nombre de copies quand même. Etc. Mais c'est que tu reçois beaucoup d'amour par message et à l'inverse, t'as reçu beaucoup de haine. Oui. T'as reçu beaucoup de haine. Franchement, j'ai vu des TikTok et des trucs comme ça qui étaient loin d'être sympathiques. Ok. Les gens prennent aussi pour le buzz que ça apporte, tu vois. Toi, comment tu l'as vécu à titre perso? Parce que je trouve que c'est assez intéressant. J'ai discuté avec d'autres auteurs qui sont un peu connus, que je vais pas citer. Je suis pas sûr qu'ils soient à l'aise avec ça, mais qui était assez sensible justement sur les retours négatifs, alors que c'était infondé, c'était parfois des trucs vraiment mais délirants. Ouais. Toi, comment tu... Moi, je suis assez susceptible. Okay. Donc, en prévision, j'étais pas allé j'ai pas Twitter, tu vois, justement pour éviter ce genre de truc. Évidemment, ça touche, tu vois, moi, je fais des mangas dans mon coin depuis que j'ai commencé à dessiner et d'un coup il y a des gens qui te connaissent pas qui disent si j'avais présenté ça au Japon je me serais pris un coup de boule d'un éditeur, enfin tu vois des trucs. Maintenant j'ai compris que du coup il fallait pas que je regarde et du coup comment est-ce que tu fais pour avoir des bonnes critiques, des critiques objectives pour apprendre et en même temps ne pas regarder les gens qui vont te vouloir du mal, tu vois, comment faire la différence entre les critiques objectives et positives pour t'apprendre et les critiques pour te défoncer. Et du coup, j'ai un petit panel de proches, tu vois. J'ai évidemment, avec Inès et Basile, on peut échanger avec Tony qui nous donne des retours. Moi, j'ai envoyé des tomes à des mangaka français aussi, parce que c'était important pour moi d'avoir vraiment leur retour. Tu leur fais une dédicace d'ailleurs dans le tome 1. Oui, ah oui, c'est vrai. Il y a une page avec... je peux faire un truc. Vas-y. La page s'affiche ici. Vas-y, sûr. Je peux. Faudrait que tu me l'envoies par contre. Oui, bah je t'envoie. Et en gros, justement, avoir leur retour à eux, ça me permet de voir comment est-ce qu'on peut avoir des critiques positives, mais quand même des critiques. Donc, on a pris toute cette marée de messages, positifs comme négatifs. On regarde, on trie un petit peu. Et maintenant, comment est-ce qu'on va améliorer ça sur le tome 2? On a pas mal, on est assez confiant sur la suite. Maintenant, il va falloir que je commence à le dessiner. On a fini de l'écrire. Voilà, justement, donc, c'est un peu le sujet parce que je sais que demain, justement, vous faites une grosse session avec... Mais les gars, je vous le dis, ces gars-là, en fait, les mecs qui passent le temps à l'envoi de la haine et tout ça. Mais les gars, comment, en fait, il n'y a juste pas de raison de s'en faire. En fait, ok, on n'est pas tous sensibles, on n'est pas tous... voilà, réceptif de la même façon aux critiques et tout ça. Mais les gars, moi je vous dis, moi je m'en foutrais littéralement. Ok, vous allez dire, ouais, c'est facile de dire, tu reçois pas tant de haine que ça, blablabla. Bla, bla. Mais moi, les gars, je vous le dis premier degré. Parce que ces mecs, ce sont juste des putains de jaloux, les gars. Juste des putains de jaloux. S'ils avaient eu la même opportunité, les gars, s'ils avaient eu la même opportunité, ils l'auront saisi. Si j'avais eu la même opportunité, je l'aurais saisi. Si n'importe qui avait eu la même opportunité, il l'aurait saisi. Bah pourquoi pas lui, les gars? Pourquoi pas lui? Ce sont des connards, voilà. C'est fou quand même la manière dont les gens arrivent à envoyer de la haine à un mec comme ça juste parce que il a eu un coup. On va pas se mentir, il a eu une chance de fou, ok. Mais c'est fou la manière qu'on arrive à l'envoyer de la haine, les gars. Pour moi, c'est juste abusé. Il mérite pas tout ça. En fait, voilà, il a eu sa chance. Les gars, laissez-le en profiter. Aussi simplement que ça. Sa série cartonne, tant mieux. Ok, il n'y a pas à dire. Mais non, sans ça, t'aurais pas fait de manga qui marche. T'as juste eu trop de chance. Il y a plein de mangaka qui qui travaillent dur pour que le manga marche, mais ils ne réussissent pas. Toi, tu te fais booster par un YouTuber à succès et puis tes ventes explosent. N'importe quoi, ok? N'importe quoi, juste n'importe quoi. Du coup, je pense qu'à un niveau, faut arrêter les conneries, les gars. Je pense qu'à un niveau, faut arrêter les conneries. Avec Inox pour parler du tome 2. Ouais. Comment ça on devait se voir demain, du coup, c'est pour ça que... Ouais, c'est pour ça que là, il y a le storyboard qui a été fait. Ouais. Je sais que ce storyboard avait déjà été fait une première fois. Là où on disait tout à l'heure que c'était vraiment ta partie, le storyboard, comment est-ce que Inox et Basile, ils interviennent eux sur cette partie? En fait, c'est marrant parce qu'on avait écrit tout le script, tous les trois, pareil, des événements qui allaient se dérouler dans le tome 2 et tout. Au début, quand on s'est simplement occupé du script, on était tous les trois assez d'accord sur ce qu'il allait avoir. Et du coup, je suis passé au storyboard avec justement cette genèse-là qu'on avait proposée. Et quand j'avais terminé cette étape-là, on s'est rendu compte que il y avait des choses qui pouvaient
pas être mieux faite, mais qui pouvait un peu plus parler aux gens. Et du coup, on en a rediscuté avec Inox et Basile. Là, je peux pas trop te divulguer un peu de quoi ça va parler parce que ça risquerait de spoiler un petit peu. Mais du coup, on s'est dit qu'on allait partir dans une autre direction, qui aujourd'hui, je pense, est la meilleure. Mais il fallait voir les storyboards terminés pour se rendre compte qu'on changeait de direction. Donc, ça fait un petit peu mal au cœur de se dire ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu... Oui, parce que toi, t'avais fait quand même storyboardé de 200 pages, Ouais, quasiment. ouais. Et là, t'es en mode, on recommence, sachant que tu sais pas forcément au début si c'est pour le mieux. Là, ça s'avère être pour le mieux, mais... Exactement. Et puis, en plus, il faut... après, moi, du coup, je vais devoir dessiner très vite pour pouvoir que le tome 2, il sorte bientôt aussi. L'important, c'est de sortir le meilleur projet possible. Et ça, c'est notre priorité. Tu vois, pour te donner un exemple... sur Kaizen, toute la fin où il y a Inox à Cuba, etc. Normalement, il y a pas mal de personnes qui sont allées à Cuba, mais finalement, ils se sont dit, ah bah tiens, et ce serait... ça occupe rien du docu, finalement. Voilà, et finalement, il vaut mieux focus sur le personnage d'Inès et de son après-Everest. Et du coup, bah, on s'est dit, nous, comment est-ce que on fait en sorte que la psychologie d'Aki, de Luna, de Lucci, de l'univers, soit le plus mise en valeur. On s'est dit, bah, en fait, c'est pas cette direction-là qu'il faut prendre, c'est plutôt celle-là. Ça prend du temps, ça fait mal au poignet de recommencer, mais c'est pour le bien du projet. Et Inox, il te fait des retours un peu visuels et tout sur le... Ah ouais, bah attends, tu vois, typiquement, en gros, je fais ma version des storyboards, Inès, il critique, tu vois, il dit, ah bah tiens, ce serait plus impactant s'il était plus gros, là, ce serait mieux que en termes de composition, on fasse comme ça pour Luna, etc. Donc ça, c'est des trucs du tome 2, mais ça, c'est quelque chose qui est très... Oh, mais que c'est... Mais c'est que c'est pas mal, en fait, graphiquement, le niveau de Charles. C'est vraiment, en fait, le mec, il est bon. Le mec, il est bon. Les gars, j'ai pas eu l'occasion de lire Instinct, les gars, mais pour le coup, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, les gars? Pourquoi pas? Déjà, graphiquement, c'est beau. Après, l'histoire, elle est pas mal aussi. Pourquoi pas, les gars? Très présent. Et en gros, ça permet vraiment au manga de me ressembler, mais de ressembler aussi beaucoup à Inox, tu vois. Moi, ça m'a fait un peu de peine parce que j'ai vu pas mal de gens qui ont critiqué Inox à la sortie du tome 1 en disant qu'il avait mis que l'argent. Inox, il me paye pas, c'est Lafon qui me paye déjà, premièrement. Et en plus de ça, c'est vraiment une écriture qui s'est faite ensemble. Donc bon, après, je comprends que ce soit une... Ouais, à 3 avec Basile... Peut-être qu'à 3 avec Basile, les gens ont du mal à se le représenter, peut-être que... Bah, c'est vrai que c'est... Tu sais, c'est typique, on dit toujours le métier d'auteur c'est solitaire, nanana. Et vous arrivez à 3, forcément ça fait bizarre. On arrive à 3, en groupe, tu vois, tu sais qu'il y a un dessinateur, un youtubeur et un autre gars, donc tu dis que l'autre gars il est scénariste alors que non, finalement c'est tous les 3, tu vois. C'est pas parce qu'il est youtubeur qu'il n'est pas intervenu sur le projet. Et c'est pas parce que toi tu dessines que t'es pas scénariste. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, mais bon. Ouais, bah après c'est difficile parce que c'est Internet et c'est une communauté énorme. Oui. Quand t'as autant de personnes, tu peux pas faire en sorte que tout le monde ait la vision telle qu'elle est. Tu vois ce que je veux dire? Genre tout le monde peut pas être au courant de ce que toi tu vis. Totalement vrai, c'est critique. Tout le monde peut pas, voilà, chercher en profondeur, chercher à te comprendre et tout ça. En fait, sur Internet, il y a des mecs qui veulent juste te défoncer, point final. Ils vont juste être là à jouer les haters, à t'injurer, à maudire tout ce que tu fais. Voilà. Si, il faut juste écouter les mecs qui sont sous la mode. Ton dessin, il est nul, bla. C'est pas ça, c'est pas bon, c'est moche, blablabla. En fait, c'est que tu vas juste rien faire. Mais le truc, c'est que il faut en fait avoir la limite entre critique constructive et mecs qui veulent te défoncer. Parce qu'après derrière, il y a aussi les critiques constructives. Il y a aussi les mecs qui te disent ça, c'est pas bien fait. Et ils disent ça vraiment avec l'optique que tu améliores. Il faut savoir faire la différence entre les deux. En général, les mecs qui veulent te défoncer, en fait, peu importe ce que tu vas dire, peu importe la manière dont tu vas essayer de t'expliquer, ils vont pas chercher à comprendre. C'est un petit peu la grosse différence. Ils vont jamais chercher à comprendre. La seule chose qu'ils vont chercher à faire, encore une fois, c'est te défoncer. Dis que des conneries, dis que du n'importe quoi, juste te balancer des injures comme ça sur la tronche et puis c'est tout. Ça va être, voilà, c'est un peu ça la grosse différence. C'est un peu ça la façon de différencier les deux. Un peu ça la façon de différencier les deux, les gars. Sure. Et forcément, il y a des interprétations qui laissent parler, mais c'est normal. Hein, c'est un peu l'autre côté du succès quoi, que Inox connaît. Tu vois, par exemple, à la sortie du tome 1, il y a des critiques qui ont été ok, le manga il est bien, mais il y aurait pas Inox Tag, ça se serait clairement moins vendu. Bien sûr. Qui pourrait dire le contraire? Bah ouais, on est évidemment conscient que c'est grâce à la notoriété. Bah, totalement d'accord, en fait. Totalement d'accord. S'il n'y avait pas Inox, ça ne serait pas bien vendu, mais bah, il est là. Il est là.
Et ça s'est bien vendu, point final. Il est là. Ok? Il a joué un impact majeur comme tous les autres acteurs, comme Charles, comme Basile, comme, voilà, en partie Tony. Mais les gars commencent, en fait, s'il n'était pas là, ok, il n'aurait pas connu ce succès immense, mais et alors? Et alors, les gars? Bah, vu qu'il est là, bah, ça marche et c'est tout. Aussi simplement que ça. d'Inox que le manga a ce Ouais. succès-là. Maintenant, nous, c'est sincère, on a fait de notre mieux. Moi, j'avais quand même pas mal d'expérience sur le manga par rapport au concours que j'ai fait et tout. Ça reste une première Ouais, œuvre, mais c'est sûr. mais on peut pas nier que c'est sincère, tu vois. Donc bon, maintenant, Non, mais on clairement. espère qu'on va pouvoir continuer, quoi. De toute façon, c'est comme si moi je postais Kaizen sur pain sur la planche, ça fait 3000 vues, on connaît. Hein. Bah, si t'as la foi de gravir l'Everest, mon pote. Dans le tome 1, il Ouais. y a un petit jeu que tu t'es amusé à faire qui m'avait fait beaucoup rire et j'avais Oui. une question si tu le faisais sur le tome 2. Ce petit jeu, c'était de trouver des noms qui avaient du sens. Par exemple, je t'avais déjà fait la remarque la fois dernière, mais à l'université où Akiva, elle est nommée Fritzvik. Oui. Ma prononciation est sûrement un peu écorchée. J'ai pas plus d'infos que toi. Et c'est une université, donc c'est même pas mis en avant dans le manga, mais Ouais. c'est un petit clin d'œil que j'ai l'impression que t'aimes bien faire, Ouais. qui est en fait un mec qui est connu pour l'observation des supernovas ou quelque chose comme ça, c'est ça. Exactement. Ouais, ouais. Et justement, comme dans le manga, il y a tout un côté supernova, il y a des petites relations à Alors, faire comme ça. il y est pas par rapport à son travail sur les supernovas, Ok. il y est par rapport à son travail sur la matière noire. Sur la matière noire, C'est la oui, première pardon. personne qui a, je crois, démontré que la matière noire pouvait exister, Exactement. etc. Et ça, comme c'est le propos du manga, ça va être c'est un thème qui est peut-être un peu anecdotique sur le tome 1, mais qui va gagner en importance sur la suite des tomes. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de le mettre là, ouais. Ouais, et t'aimes bien trouver les noms comme ça, c'est pareil, Agartha, le nom de la ville, Oui. c'est pas innocent, c'est que Agartha, dans des mythologies, c'est la ville souterraine, c'est une utopie. Exactement. Alors là, c'est clairement pas un nom anecdotique, c'est vraiment en référence à la mythologie Ok. d'Agartha. On a voulu reprendre la mythologie d'Agartha. Moi, cette idée d'univers-là, je l'ai depuis 2019-2020. Tu vois, il y aurait pas eu Instinct, j'aurais fait la trappeuse en manga, ça aurait été dans l'univers d'Agartha. Et c'est là qu'on s'est dit, bah ok, on fusionne l'univers d'Agartha de Ouais. mon idée, avec ton idée des auras Inox, avec ton idée d'essence Basile. Et encore une fois, c'est comme ça que le truc s'est créé, quoi. Et c'est pareil pour les prénoms un peu, par exemple Luna, c'est un peu, ça reste un peu, tu sais, ça fait Luna- très ciel, Luna, etc. c'était mon idée. Le personnage de Aki, c'était le nom d'Inès. Le personnage de Lucci, c'était une idée de Basile. Tu Ouais, vois, il y a ok, un peu ça de, il y devient a un peu de tout, un quoi. peu de partout. Et dans le tome 2, est-ce que tu refais des petits, quand tu fais tes recherches, tu essayes de faire tes petites clins d'œil comme Il y ça? aura quelques clins Donc, d'œil aussi, peut-être. Il va falloir que je digue encore. Mais c'est une étape qui se fait au moment À du la fin. dessin. Ah, au dessin, ok. Donc là, j'ai pas encore commencé les dessins, Ok, ok. alors on va voir. C'est peut-être, plus, peut-être ouais, pas. quand tu fais la page, tu dis, ah tiens, qu'est-ce que je mets comme nom là? Ouais. Ah, il y a l'université. Ok, les gars, est-ce que ça vous va si on appelle ça Fritzwiki et puis c'est bon. Est-ce que tu sens une différence dans l'écriture et la manière dont vous fonctionnez entre les deux tomes? Alors, Est-ce que ça a un petit évolué, peu. tu vois? un petit peu parce que le premier tome avait pas mal de contraintes. Ouais. Déjà, il fallait faire quelque chose d'assez sincère et que ça fasse pas purement manga de youtubeur. Donc, il fallait aussi qu'on maîtrise que, ok, il y a des choses dans le tome 1, mais on te mentionne le gouffre. Tu vois, on te mentionne des choses qui vont intervenir un peu plus tard pour montrer que l'univers qu'on a créé à 3, il est maîtrisé, notamment par exemple les premières pages en couleur aussi, tu vois, à ce niveau-là. Et il y a pas mal de contraintes du coup avec ce premier album. Comment est-ce qu'on fait passer le personnage d'Aki de la surface, puis on injecte l'idée des 5 sens, puis ensuite on l'enfonce peu à peu dans le terrier avec Agartha. Comment est-ce qu'on fait un climax fort à la fin? Et il y a pas mal de contraintes inhérentes au tome 1 et affect cette un peu écriture d'isekai, tu vois, partir de la réalité pour aller dans ce nouveau monde. Et c'est des contraintes d'écriture. Maintenant, cet univers-là est posé. Donc, comment est-ce que l'univers qu'on a posé, on voit assez peu Agartha finalement avec le premier album. Comment est-ce que on étoffe notre univers? Et c'est peut-être plus facile d'étoffer un univers qui est là et de le rendre un peu plus vivant, plus tangible, ouais. Plutôt que voilà de devoir l'exposer directement. Mais vous avez pris en compte savoir s'il y avait une influence de la part des retours, tu vois, genre comment les gens ils appréhendaient les choses pour rééclaircir certaines parties, pour, tu vois, peut-être des gens qui faisaient des commentaires, ah bah cette partie-là c'est pas clair, est-ce que vous allez réexpliquer ou je sais pas. Alors on va pas réexpliquer des choses, même si on va prendre plus de temps sur certaines choses, du coup ça va être plus compréhensible naturellement, mais ok d'accord. Typiquement il y a quelque chose qu'on a remarqué, c'est que si quelque chose peut être difficile à comprendre, ce sera mal compris. Okay. Donc comment est-ce que on explicite tout, les mystères qu'on veut, comment bien expliciter que c'est un mystère, c'est des petits retours qu'on apprend avec chaque tome, justement avec ce panel de proches qui nous permet de se remettre correctement en question.
et comment est-ce qu'on va faire mieux pour la suite, quoi. En parlant de suite, vous le voyez en quelle typologie d'histoire, tu vois? Sur du 10 tomes, sur du plus court, du... Alors, on a eu un go pour un deuxième tome de la part de l'éditeur. On espère que le public sera là pour le deuxième tome pour nous permettre un troisième et permettre de continuer la série. On a des choses à raconter avec Instinct. On a... Ouais, et en passant beaucoup de force à eux, à leur taf en fait, beaucoup de force à eux. Waouh, c'est vraiment intéressant ce qu'on est en train d'écouter là, les gars. En fait, littéralement, je m'attendais à ce que l'interview elle soit cool, mais là, je prends vraiment mon kiff, les gars. Je prends vraiment mon kiff, j'apprends pas mal. C'est vraiment intéressant ce qui se passe là maintenant. des valeurs qu'on aimerait véhiculer. Donc, on aimerait avoir le temps de le faire. On aimerait que le public nous laisse le temps de le faire. C'est comme chaque manga, hein, c'est soumis par rapport au public que la série trouve. Mais d'un autre côté, on veut pas que la chose traîne en longueur si jamais ce qu'on a à raconter peut être raconté. On veut que, mine de rien, chaque tome ait un impact. Ouais, c'est ça. Donc, pour l'instant, le nombre de tomes est pas défini, mais si on peut aller au-delà du tome 2, on est très content. Tu vois, voilà. Mais dans la tête, ça serait quoi? Ce serait une série max une dizaine de tomes? À voir comment on sent avec les gars, à voir comment si ma main droite se porte bien aussi. Ouais, c'est ça, parce voilà. qu'il faut aussi que tu tiennes, parce qu'aujourd'hui, t'as un rythme peut-être qu'avec, entre guillemets, l'adrénaline du début, tu kiffes le tenir, mais peut-être qu'aussi avec le temps, tu vas avoir plus de... Ah, mais les gars, mais ça, c'est... Ce facteur-là, ça dépend aussi du succès commercial de l'œuvre. En fait, tu peux pas juste rester comme c'est te dit. Mon œuvre va s'étaler sur 10 tomes et tout ça. Ok, tu peux te dire, j'ai envie, mais tu peux pas, en fait, avoir cette certitude-là parce que tout va dépendre de la partie commerciale. Parce que même si tu as un projet que ton œuvre s'étale sur 10, sur 20 tomes, si, et bah, au troisième tome, ça s'écoule plus, ça se vend plus, mon gars, on connaît la suite. Genre, tu vas te faire, ta série va se faire annuler aussi simplement que ça. Ta série va juste se faire annuler comme ça se passe dans la majorité des cas, voilà. Ouais, je pense que je vais dessiner des mangas toute ma vie. Ouais. Vraiment, Mais à quel rythme, tu vois? Ouais, c'est vrai. Parce que tu vois, je sais que... Ah les gars, moi j'adore ce genre de discours. En fait, je trouve ça trop kiffant, les gars. Voilà. En fait, pour moi, ce genre de truc, ça n'a juste pas de prix. Pouvoir se lever tous les matins, dessiner et vivre de ça. En fait, fais ce qui te tient le plus à cœur dans ce foutu monde de merde et en vivre. Bref, en fait, avoir cette liberté-là je ne fais que ça toute ma vie. En fait, moi, quand j'écoute ce genre de truc, c'est genre, les gars, littéralement, ça me crée, en fait, une sorte de boost, une sorte d'excitation. En fait, c'est juste trop ouf, les gars. C'est juste trop ouf. En fait, hâte que cette étape-là arrive, les gars. Cette étape où tu peux enfin... Parce que là, en fait, rien qu'au travers du discours de Charles, les gars, on voit en fait un homme accompli, les gars. On voit un mec voilà, qui est allé au fond, qui est allé en fait au fond de sa passion, qui est allé au bout de ses rêves et tout ça. Et qui aujourd'hui se lève, il vit, il mange manga, il dîne manga, il dort manga. En fait, il ne fait que ce qu'il kiffe, les gars. Ça pour moi, c'est un cadeau incroyable. C'est un cadeau qui n'a juste pas de prix, les gars. Vivement que ça arrive, les gars. Vivement que ça arrive pour moi, pour vous, voilà, pour tous ceux qui veulent devenir pro, qui veulent faire mangaka pro, les gars. C'est potentiellement l'étape clé où tu vis enfin de ton truc. Bon, les gars, quand je suis d'écouter la vidéo. Mathieu Rennes, et il me disait, bon, il est un peu plus âgé aussi, hein, il y a 40 ans, 44 peut-être, enfin bref. Et il me disait, maintenant, aujourd'hui, je veux quand même avoir ma vie de famille le soir. Il fait aussi du sport de combat, il est dans un groupe de musique. Il dit, je veux quand même avoir ce temps-là pour moi. Toi, aujourd'hui, tu fais quand même des journées qui sont conséquentes, sachant que, si je dis pas de bêtises, tu mets du temps à venir ici tous les jours. Ouais, t'as pas mal de transport. 1 heure de trajet, ouais. Donc, tu vois, jusqu'à quand est-ce que tu es prêt à avoir cette concession vie perso, vie pro? Bah, tu sais, quand je suis parti de mon ancien boulot, les gens me disaient, mais Charles, est-ce que tu pourras dessiner toute la journée? Et ils pensaient que ça allait être beaucoup, et finalement, je dessine 10 à 12 heures par jour, et je suis très content. Ouais. Je peux pas te dire à quel point mon addiction...
Waouh, frère. Là, nous sommes sur une demi-journée littéralement à ne faire que dessiner. 12 heures? What the fuck, les gars? C'est fou, les gars. 10 à 12 heures par jour. Rythme de fou furieux. C'est quand même exceptionnel, les gars. Après, vu vu en fait la profession telle qu'on la connaît, c'est pas si étonnant que ça, comme on entend qu'il y a des mecs qui se tapent des 14 heures, c'est fou. En fait, c'est fou, les gars, mais en fait, c'est fou, mais voilà, c'est un peu la norme. C'est ça aussi le truc, c'est un peu la norme. Et c'est chelou d'ailleurs. Super chelou. Va perdurer. Je suis addict depuis 1 an et demi et je kiffe trop ça. Je sens que j'en ai encore sous le pied, donc pour l'instant, je pense que les ça feux sont va. verts Pour et l'instant, tu roules à tout est fond. au feu Trop vert, bien. quoi. Donc vraiment, ça va. Et tu dessines aussi quand vous êtes parti au Japon? Au Japon, ouais, bah j'étais déjà justement un peu sur cette étape de storyboard où on avait fini à peu près le script, etc. Donc je dessinais un petit peu là-bas. J'essayais quand même de profiter du Japon. C'était cool? C'était trop bien. Encore une fois, on a vu des choses dingues. Et Le toi, Japon, c'était mon rêve. enfin, ça t'apporte quand même des voyages, enfin, des avantages qui sont... La vie que j'ai, grâce à Inès, elle est quand même très agréable. Donc Ouais. c'est sûr qu'il faut que je me donne à 200% sur le manga. Mais encore une fois, ouais, moi je suis très c'est content trop de bien. ce qui se passe. Donc, j'avais ma dernière question qui est assez simple, mais du coup, Charles, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien. Ouais. T'es Ça va heureux? très bien. Le rêve de ma vie, c'était de devenir mangaka. Le rêve de ma vie, c'était simplement d'écrire des histoires et de les dessiner. Et à la base, je voulais faire ça malgré toutes les contraintes que ça imposait. Ouais. Le fait d'être seul, le fait d'avoir parfois du mal à joindre les deux bouts, etc. C'était un prix à payer, mais Tu c'était sûr l'acceptais, que là. je voulais devenir mangaka. Et maintenant, la plupart des déconvenus qu'il pouvait y avoir avec ce métier, j'avais pas tellement. Tu vois, je suis là au studio, j'ai des collègues, on s'entend bien. Ouais. On fait des raclettes ensemble, tu vois. Donc ça va extrêmement bien. Encore une fois, ce que j'ai là, c'est mieux Ah, que c'est le trop rêve bien. de ma vie, tu vois. Ouais, ça fait plaisir. Et du coup, je te demanderai les deux questions traditionnelles du podcast. La première, ça va être une reco culturelle d'un truc qui t'a vraiment marqué. C'est pas forcément récent, mais ça peut être un manga, ça peut être un film, un livre, peu importe. Alors, c'est marrant que tu dis ça. Il y en a un qui m'a pas mal impacté, c'est Bakuman. Ouais. Parce que déjà, j'adore le travail de Takeshi Obata en dessin. J'aime beaucoup Tsugumi Oba au scénario aussi. Tu vois, Death Note, j'ai trouvé ça génial. Mais Bakuman, ça parle d'un gamin qui veut devenir mangaka. Donc évidemment, tout se passe assez bien pour les protagonistes, mais je trouve que ça te donne l'envie de te défoncer Mais de la même vraiment. manière que lui, il y va, tu vois. Et donc ça, c'est marrant, mais c'est un manga qui m'a pas mal marqué. Ouais, totalement d'accord. En fait, Bakuman de base, lorsque tu regardes, en fait, la plupart du temps, on te propose en fait plutôt les inconvénients de la profession, les problèmes de santé, les problèmes de burn-out et tout ça. Mais en fait, tellement tu vois le personnage principal, il est impliqué dans sa mission. Il, Tu sens en fait qu'il kiffe ce qu'il fait et qu'il est prêt à tout sacrifier, les gars. Ça crée cette mentalité de... Au lieu d'être découragé, en fait, ça redouble plutôt ta motivation à vouloir faire le truc. C'est complètement ouf, les gars. Bah, comment c'est genre... Au cas où il y en a qui n'ont pas encore lu, c'est une recommandation de fou. N'hésitez pas à aller lire, les gars, c'est juste trop bien. Que j'ai lu qu'une seule fois d'ailleurs, que j'aimerais bien trouver le temps de relire. Surtout si tu l'as lu il y a 10 ans. Ouais, quoi, Ouais, ça... ouais. Mais ça m'a vraiment touché, tu vois. Ouais, je Ça a comprends ce que participé tu au fait veux que je me dis putain, mais mangaka c'est vraiment un métier génial. Ils abordent justement à un moment donné dans le manga cette question de la vie sociale et tout quand ils font une réunion des anciens élèves. C'est vrai. Et je trouve cette partie, elle est très minime dans le manga, il Ouais. dure quelques pages et je trouve elle est hyper impactante. C'est vrai que et je comprends parce que j'ai mes copains, j'ai mes proches, j'ai ma famille, etc. Donc ouais, j'ai une vie sociale très sympa, mais pas non plus extrêmement riche, tu vois. Ça, tu vas pas au ski tous les week-ends, tu vois, Non, c'est pas bah ça, non. c'est- Et puis même maintenant les soirées, je rentre plus tôt, j'ai envie de me lever tôt le lendemain pour dessiner. Ouais. Donc ouais, c'est un rythme de vie assez différent. J'ai encore une fois beaucoup de chance avec cet environnement-là, donc j'en profite le temps que ça dure, quoi, tu vois, en espérant que ça dure le plus longtemps possible. Et du coup, juste sur les recos, parce que Bakuman, je kiffe les mangas français d'une manière générale.
c'est bien, même si les gens qui regardent ce podcast doivent déjà le savoir, mais les mangaka français souvent travaillent sans assistant. Là où au Japon, les One Piece et My Hero Academia, ils ont parfois entre 2 et 6, 7 assistants. Les mangaka français, ils sont tout seuls. Et moi, j'adore le travail des mangaka français. Euh, Évidemment, il y a Radiant, dont on a parlé. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour Run to Heaven, qui est sorti l'année dernière, c'est ça. qui je trouve est un récit, c'est marrant, mais très personnel, différent, qui permet de s'évader, etc. Donc, j'ai trouvé que c'était une très belle série. Puis sinon, d'une manière générale, les mangas français, je kiffe. Tu vois, j'adore le travail de ZD, de Gero. Là, plus récemment, j'ai eu Les Héritiers d'Agion ou d'Agion. Moi, je l'ai pas encore lu. Faut pas se tromper parce qu'en plus, Tipiou, elle veut, elle veut pas qu'on se trompe sur la prononciation de son manga, mais ouais, je trouve que c'est très sympa. Donc voilà, lisez des mangas français à balle. Ouais, ok. ouais. Et Instinct aussi, du coup, en manga français. Instinct aussi. Ouais, il y a eu tellement de... En fait, il y a tellement de changements. Présentement, le manga français, gars, ça arrive à une certaine maturité, c'est fou. C'est fou, là, nous sommes sur des auteurs qui sont de plus en plus professionnels, qui proposent du vraiment, vraiment quali. Ça change vraiment, les gars. Et ça, c'est fou. Aussi un manga français. Si jamais les gens prennent le temps de le lire, ça me toucherait beaucoup. Dernière question. Ouais. Un petit conseil, et ce sera notre mot de la fin. Alors, je me sens pas forcément hyper légitime pour donner des conseils. Pas forcément. Tu sais, ça peut être une vision que t'as, un truc. Alors moi, je dirais pour les mangas et même pour autre chose, pour les métiers artistiques ou pour les choses qu'on a envie de faire, c'est cette phrase d'Orelsan qui m'a marqué. Si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Si tu veux faire un manga, t'as juste besoin de papier et de stylo et de faire des planches. Ouais. Si tu veux créer des vidéos YouTube, bah t'as qu'à allumer ta caméra et à faire ta première vidéo, tu vois. Tu veux faire de la musique, t'as qu'à le faire, tu vois. Et souvent, moi j'avais cette croyance limitante de c'est pas possible d'être mangaka et français. Et bah c'est faux, la preuve. J'aurais pu me mettre à faire des mangas bien plus tôt. Ouais. Donc non, tu veux faire quelque chose, fais-le, je te jure, et avance quoi. Puis ça finira un jour par payer. Bah trop bien. Bah, merci beaucoup Charles. Écoute, merci à toi. Moi, je suis trop content d'être venu dans ton émission depuis le temps que je la regarde. Donc franchement, non, je suis très content. Ça régale. Voilà. Je fais mon petit message de fin. Et on va faire cette année donc une interview par mois. Ça a commencé avec Romain le mois dernier. En février, du coup, ça sera toi. On va faire ça tous les premiers mercredis du mois. Donc tous les premiers mercredis du mois, l'interview elle sortira. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour rien rater. C'est disponible au format vidéo sur YouTube, mais au format audio sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle interview. Et puis il a un Patreon ou un non, t'as un Tipeee. T'as un Tipeee, voilà. J'ai même ouvert une boutique Etsy avec les dessins. Oui, on peut acheter tes dessins. Voilà. Exactement. Moi j'aime beaucoup le dessin One Piece avec le fille qui a pêché. Exactement. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup Charles. Et puis merci à toi on se dit Charles. À la prochaine. Ah que c'était magnifique. Ah que c'était magnifique, les gars. Vraiment, vraiment beau, les gars. Beaucoup, beaucoup de passion, beaucoup d'accomplissement. Plein de trucs à tirer, beaucoup de leçons. C'était vraiment cool, les gars. Magnifique, incroyable. Là, je pense que de même, nous touchons aussi à la fin de ce direct, à la fin de cette diffusion. On va potentiellement se retrouver demain, encore une fois. Les gars, je suis ultra chaud pour live tous les jours. Je suis ultra chaud. On va potentiellement se retrouver demain pour un nouveau live, les gars. Je sais pas trop le thème du live de demain. Je vais potentiellement vous communiquer ça sur la page. Je sais pas, on va peut-être faire du dessin. Peut-être du React. Non, on va pas faire du React. On a déjà fait du React aujourd'hui. Soit on va faire du dessin, soit on va faire une vidéo un peu concept comme on l'a fait hier avec notre vidéo, les 12 mythes autour de la profession de mangaka. De toute façon, on va faire un truc cool pour demain, les gars. J'ai un truc cool en programme. Je vais vous communiquer les informations concernant ça là directement sur la page. C'était vraiment, vraiment bien. Du coup, j'espère qu'il y a pas mal parmi vous qui, comme moi, auront tiré des leçons du live d'aujourd'hui, qui auront trouvé des trucs kiffants, qui auront juste fait des progrès, même que ce soit juste sur la psychologie que doit avoir noté tout ça. Et qui peut faire toute la différence, les gars.